t'es entraîné, là, ça coche. Là. Tu connais tous tes drills, tu connais toutes tes affaires, mais la journée que ça explose, mettons, tu figes. Plus que l'armée rend le milieu de travail sécuritaire, plus il va y avoir des femmes qui vont avoir le goût de joindre les forces armées canadiennes. Ton boss qui tu penses que tu peux y faire confiance, tout ça, puis à moindre occasion, L'hymne national canadienne, quand ça joue, faut que je me parle beaucoup. Est-ce que ça me ramène pas à bonne place? Ça, c'est une question qui se pose pas. Ça se pose pas? Non. Ah, excuse-moi. Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lieux disponibles à chaque lundi, 18h aujourd'hui, on a un podcast très, très profond. On reçoit 2 vétérans de l'armée canadienne. Tout d'abord, Anne-Marie, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On a fait un podcast. Je pense que on voulait le faire différent, oui. On voulait le faire depuis le début. Moi, j'adore. Je suis un passionné de l'histoire militaire. Fait qu'on a pu discuter puis de voir c'est quoi la réalité de ces personnes-là qui dévouent leur vie à l'armée canadienne, nous protéger. Exact. Je t'ai senti captivée. 100%. Vraiment, tout le long du podcast. C'est vraiment enrichissant. On a vraiment appris à mieux connaître l'environnement. C'est littéralement une société dans la société. Tellement de choses qu'on connaît pas sur l'armée. On a plein de préjugés, on a plein d'idées préconçues. Mais là, ça a vraiment démystifié. Et ils nous ont tellement expliqué d'affaires. C'est vraiment le fun. Ben oui, on a parlé de leur déploiement en Afghanistan pendant leur mission. On a parlé de leur vie normale, leur vie courante quand ils sont pas dans l'armée. Les deux sont post-traumatiques. Fait qu'on est allé en profondeur là-dedans. C'est quoi d'être sous le feu ennemi? Ça, c'est quelque chose que Steven a pu nous raconter. Il était dans les forces spéciales, police militaire, fantassin. Marie-Noël, elle a été dans l'artillerie. Elle a été aussi dans les communications. Fait que c'est vraiment intéressant. On a fait le survol. Les deux ont été plus de 20 ans dans l'armée à vivre. Plein de choses ont été déployées, je pense les deux fois chaque en Afghanistan. Puis on a même été très deep dans les émotions, je vous dirais. Yes! Party, let's go! Puis on a fait un segment aussi avec Steven et Marie-Noël sur la sexualité dans l'armée qui est disponible sur Patreon. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir le teaser de ce segment-là. Venez nous rejoindre sur Patreon, c'est la meilleure façon de nous encourager. Et aussi, merci à la délicieuse Pizza Salvatore qui permet de propulser le podcast le plus profond au Québec. J'ai eu un party avec les boys récemment, puis je me suis collé. Tu m'as pas invité? Non, c'était avec mes boys de Charny. Ah, OK. Je me suis collé un gros lunch Salvatore, mais eux, ils savent pas trop, genre, c'est quoi le menu. Fait que j'ai collé tout. Puis là, ils ont des bouchées mac and cheese frits, des cornichons frits, je sais qu'on a déjà parlé. Le pain à l'ail, la pizza. Fait que ça a vraiment fait fureur dans mes amis. Est-ce que tu as utilisé le code promo LLUI15 pour un 15% de rabais? Pourquoi je sauverais pas de l'argent aussi facilement que de mettre le code promo LLUI15? En plus, 75 succursales, comme tu dis, là, à travers le Québec. Fait qu'il n'y a pas raison que tu puisses pas te coller un délicieux lunch de Pizza Salvatore. Merci d'être là en si grand nombre. Abonne-toi à la page YouTube si c'est pas fait, Instagram, TikTok. On est partout. On drop le jingle, puis on se revoit l'autre bord. Ciao! Party, let's go, mes petits minous. On est back sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on va aller en profondeur avec 2 vétérans de l'armée. Merci beaucoup de vous prêter au jeu. Marie-Noël, Steven, comment vous allez? Ça va bien. Tant que ta profondeur reste une profondeur raisonnable. Qu'est-ce que tu veux dire? Très content d'être là. C'était plus une connotation sexuelle dans ma tête. Ouais, c'est pour ça que je t'en parle. Je vais l'expliquer. Si on l'explique, c'est que c'est pas bon. C'est ça l'affaire. Super bien. Merci de nous recevoir. Vraiment content que vous preniez le temps de donner la parole à 2 vétérans dans un contexte comme celui-là. Super cool. Ben, je pense que c'est important. Puis c'est aussi un sujet qui est peu connu. On en entend parler dans les médias, mais on n'a aucune idée. Fait que je pense qu'en premier lieu, on va pouvoir démystifier un peu c'est quoi être dans l'armée. Puis après ça, on pourra en revenir un peu à votre expérience. Qu'est-ce que vous avez vécu? Mais tout d'abord, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous vous expliquiez un peu c'est quoi votre parcours. Vous faites quoi? Vous êtes retraité de l'armée. Vous faites quoi aujourd'hui? Juste pour qu'on apprenne à vous connaître un peu, là, chacun votre tour. On va commencer avec toi. Ladies first. La beauté avant l'âge? Ben, OK. on a le même âge.
Je sais, mais Mais on le c'est dévoilera pas. quand ta fête? 19 avril. Ça va à peu près 30. Ah, t'es plus vieux ça? que moi. Ben, c'est ça, t'es plus vieux que moi. Centaine Moi, d'années. c'est- Depuis que je me suis 21 fait mai. pousser les cheveux, je me suis fait greffer des cheveux, j'ai l'air 10 ans plus jeune. Donc, je suis C'est autour de vrai. 25. C'est vrai. La plus jeune. Ouais. Ben, bon, je vais commencer. Ben, moi, j'ai joint l'armée en 97. Dans le but de devenir pilote. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. OK. Ouais. Puis moi, mon but, c'était de devenir pilote. Ça a comme pas fonctionné. C'est super dur, les tests d'entrée là, pour le pilotage et tout. Là. Souvent, on est une vingtaine, un sac à faire les tests, puis ils en prennent 2. Là. Fait que, puis j'ai joint pour aller aussi au collège militaire. Fait que j'ai étudié à Kingston, au collège militaire royal. Chose qu'il faudrait que tu me payes bien cher pour recommencer. OK. C'était- Et c'est là où est-ce que tu as fait tes études? Oui, j'ai fait mon bac. J'ai fait mon bac au collège militaire. Puis j'ai Un bac en quoi? en littérature française. OK. Ouais. Donc, Au collège militaire en littérature? oui. Oh, oui, ouais, oui, cool. oui. Ben oui, il y a les programmes des arts, il y a les programmes des sciences. Ils ont pas mal tous les Fait que, programmes qui te serviront jamais dans la vie. Ça te prend absolument un bac pour être officier. Ouais, ouais, ouais. Force. Fait que moi, je suis arrivée au collège. J'avais pas l'intention de faire un bac en littérature, mais ça m'a comme un peu passionnée là, dans ma première année. Puis j'ai fait comme, tu sais, tant qu'à être ici pendant 4 ans, puis avoir un bac, moi, faire quelque chose qui m'intéresse. Fait que j'étais allée en littérature française. Mais j'étais artilleur de métier. Quand j'ai quitté le collège, j'ai fait de l'artillerie, donc les gros canons, là, la vraie puissance de feu. Là. Pas l'infanterie, là. Non. L'artillerie. Frank, tu sais, c'est quoi les gros canons? Ouais, ouais, les gros canons, je On va connais aller ça. on peut aller en profondeur avec les Ça gros va en canons. profondeur. Ah, Ah oui, je ça va en connais ça. profondeur, un canon de même. Oui. Est-ce oui. que les tanks aussi font partie de l'artillerie? Non, c'est les blindés, ça. Ouais. OK, ça, c'est un autre. OK, Ouais, c'est bon. c'est plus petit, Mais ça attends un petit peu, aussi. il y a un canon d'artillerie qui est sur un véhicule qui a de l'air d'un tank. OK, ouais, ouais. Oui. C'est peut-être ça des fois que les gens confondent, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'artillerie, c'est le tir indirect que tu places sur l'ennemi avant Exact. la poussée. d'affronter, oui. Ouais, Exact. exactement. Tandis que les Avant la poussée. blindés, c'est plus de la reconnaissance. Les autres sont sur le terrain, ils vont Ouais. reconnaître, puis après ça, ben, nous autres, on est plus loin parce qu'on peut tirer beaucoup plus loin. C'est des kilomètres, là, des kilomètres Ouais, que tu peux ouais. tirer. Fait que voilà. Pourquoi Fait que t'avais choisi ça? Eh boy! Parce que j'étais tombée en amour avec un fantassin. C'est une mauvaise réponse, hein? Un fantassin? C'est sûr. Un 22, un gars qui faisait de l'infanterie. C'est bon. Hey, je m'excuse, Oui. Non, j'ai c'est aucune correct. calice de C'est connaissances. les petits soldats qui courent avec des guns en avant. OK? C'est La eux petite qu'on chair à appelle canon. Régiment 22. Ah, chair à canon. Ouais, le Royal 22e Les régiment 22. est un régiment Oui. canadien-français, notre seul régiment canadien-français, qui comporte 3 bataillons. On salue les hommes et les femmes qui servent ou qui ont servi ces bataillons-là. Shout out. Mais on a aussi au Canada 2 autres régiments d'infanterie qui sont le PPCLI et le RCR. RCR, oui. Ça, c'est plus anglophone là, dans SP West. Là. Exactement. Oui. Fait que, OK, fait que toi, t'es ouais. tombé en amour. Ça a influencé ton choix. T'as dit, je m'en vais dans les canons. Oui, mais tu sais, quand tu as 20 ans, puis tu réfléchis pas nécessairement tout le temps avant de prendre des bonnes décisions. J'étais déjà embarquée dans mon bac, j'étais déjà au collège militaire, j'étais déjà comme bien dans mon début de carrière. Là, quand le pilotage, ça n'a pas fonctionné, mais faut que tu trouves un autre métier, Réorientes. faut que tu te réorientes. Fait que comme j'étais avec mon chum était fantassin dans le temps, ben j'ai fait comment? À un moment donné dans l'artillerie. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Mon premier tour en Afghanistan pour l'artillerie. Ce qui est particulier, puis tu sais, je veux Ouais. le citer, il n'y a pas peu de femmes font des métiers d'armes de combat, comme on dit, puis les armes de combat, on les a nommées, il y a aussi les ingénieurs de combat. Ouais. Très, très peu de femmes s'en vont là parce que c'est des exigences physiques qui sont davantage terrain que Ouais. donc c'est Ouais. exceptionnel. Il y a plus de femmes dans l'artillerie, par exemple. C'était l'arme de combat qui avait le plus de femmes. personnel féminin. Là. Je pense que c'est depuis les années 1941, quelque chose du genre, là, que l'armée permettait ça, qu'il y ait des femmes plus terrain. C'est ça sais que pas. j'ai Je lu. connaissais pas J'ai pas fait de- l'année. Ouais. Ça dépend des armées, mettons les armées russes pendant. Canadienne, je parle. OK. Canadienne. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai fait de l'artillerie une couple d'années. Après ça, j'ai découvert que le métier d'officier d'affaires publiques existait dans les forces. Je ne le savais pas du tout. Donc, les communications et tout. OK. Fait que je me suis redirigée là-dedans, puis j'ai fini ma carrière là, de 24 ans comme officier des affaires publiques. Ah, très nice. Puis là, tu fais quoi après? Là, je suis Ça? maman à temps plein. J'ai Ok. pris ma retraite il y a 3 ans. Retraite forcée, là, retraite médicale. Ok. Puis, Est-ce que vous voulez que je vous explique c'est quoi une retraite médicale? Ouais. Parce que, Ouais. vas-y. Ben, en fait, c'est si tu. Il y a
un truc dans l'armée qui appelle l'universalité du service. Donc, tu dois être capable en tout temps d'être déployable, faire tous les critères que ton métier et l'armée exigent. Quand tu n'es plus capable de faire ça pour X, Y raison, que ce soit psychologique ou physique, ben là, ils vont dire, ben, ils vont te montrer à la porte, mais ils vont dire, tu sors médical. Donc, mais ça vient avec d'autres avantages là, de sortir médical. Ils s'occupent bien de toi là, quand tu sors. Donc, Qui t'a servi? Là, j'ai compris que tu as été une première fois en Afghanistan. Ça veut dire que tu n'es pas allé juste une fois. J'étais allée 2 fois. OK. L'autre fois, c'était comme officier des relations publiques en 2010-2011, là, juste avant que la mission ferme pour le Canada, là, à Kandahar et tout le reste de l'Afghanistan. Là. Donc, puis après ça, ben, j'ai œuvré à Ottawa, j'ai eu mes enfants. Fait que je suis maman à temps plein, honnêtement. Okay. J'ai 3 jeunes enfants, 10 ans, 8 ans, puis 7 ans. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire la raison médicale qui a fait... Ben, c'est les deux. Moi, j'ai des problèmes et physiques et psychologiques. Je suis folle. Mais non, mais là... non. Mais Attends, on a le droit de rire. Non, mais là, attends une minute. Pas toi qui es magané, c'est... Ben non, mais là, je veux dire, aller en Afghanistan 2 fois, avoir au sérieux aussi longtemps, tu peux comprendre, là. Ouais, ben c'est pas juste non plus l'Afghanistan, là, c'est comme l'ensemble de la carrière. On va dire que d'être dans l'artillerie comme femme, c'est assez challenge émotionnel. D'être une femme qui sert ou qui a servi au sein des forces américaines. Moi, ou rentrer dans l'armée tout court, ça a un impact psychologique. J'avais des amis au secondaire avec qui je me tenais. J'avais ma gang d'amis, puis il y en avait un, puis nous, on tripait sur le paintball militaire. Moi, je suis un passionné de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai toujours trippé là-dessus. On avait un ami qui avait fait les cadets, puis lui, on dirait qu'il était fait pour être un soldat. Ouais. Tout était tout le temps nickel. Puis j'ai d'autres amis qui sont rentrés, ils ont fait leur cours de recrue pour être dans la réserve. Puis quand ils sont rentrés là-dedans, secondaire 5, puis après début cégep, ils ont vraiment changé. Puis moi, ça venait plus me rejoindre. Ils avaient vraiment changé la masculinité, mon gars. Là. Une année, on était au bar, le gars, il commence à se pogner entre eux. Le gars, il pogne une bouteille de vin, il éclate ça sur la table. Là, ça voulait partir à se battre, quasiment à se tuer entre amis. Je disais, voyons, les boys, il me semble, avant que vous rentriez dans l'armée, là, ça s'était jamais passé, ces affaires-là. Fait qu'on dirait que ça peut faire sortir l'agressivité en dedans de toi. Ça développe une forme d'agressivité, surtout que des fois, c'est difficile. Au début, t'es endoctrinisé, tu vis un endoctrinement, en fait, et ce qui est correct. T'es appelé à apprendre. Exactement. On te programme à ce que c'est toi qui as raison pour les lois et les règlements que tu fais appliquer, mais des fois, dans un parallèle dans ta vie, tu déconnectes pas tu déroges pas de cette instruction-là, je vais dire ça comme ça, puis ton comportement est altéré en fonction d'une partie de tes émotions que tu t'es coupé parce que beaucoup d'harcèlement, beaucoup de... Tu sais, ce qu'ils font, c'est que de moins en moins, par exemple, ils font comme une déprogrammation, ils déboîtent pour essayer de te reformer avec peut-être des meilleures capacités à faire face à une situation difficile. Oui, parce que dans le fond, le but là, ultime, c'est de te former pour aller à la guerre. Là. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est de te combattre. Là. Fait qu'il faut qu'il te... allô, la résilience, allô, la capacité d'adaptation. Il faut qu'il amène ces qualités-là en toi. Il faut que tu les développes. Oui. Oui, ou que ça devienne un instinct et des fois des comportements de base sous l'influence d'alcool. L'instinct prend le dessus et puis c'est pas étranger que les hommes puis les femmes même qui ont choisi de servir les forces ont beaucoup de testostérone. C'est souvent des enfants qui viennent de milieux qui sont pas les plus riches. Il y a un profil aux hommes puis aux femmes qui s'engagent puis qui joignent les forces armées canadiennes. Et dans les armes de combat, des fois, l'éducation, ben, c'est pas au centre des atouts des gens qui vont se diriger vers ces emplois-là. C'est plus manuel, c'est moins intellectuel. Ça peut être une porte de sortie parfois. C'est ce que j'avais lu, là, l'armée, des gens qui sont dans des familles où on se sent pas bien dans sa famille, etc. L'armée devient comme une porte de sortie. Ça devient ta deuxième famille. Absolument. Ça devient un encadrement que tu n'as peut-être pas la chance d'avoir à la maison. Dans mon cas, ma mère est morte, j'avais 8 ans, d'un cancer du sein. Okay. Et je me suis dirigé vers les familles d'accueil. Fait que pour moi, toute ma vie, j'ai cherché une famille. Donc, pour moi, l'armée est venue combler ce grand vide-là, même si mon père était présent. J'avais envie de faire partie d'une famille, puis c'est ce que j'ai réalisé plus tard. Tu le réalises pas, tu sais, quand tu joins à 20 ans les Forces armées canadiennes, tu le réalises plus tard que
je voulais, ou ça a convenu pour moi parce que je me cherchais une famille. Oui, moi, ça a convenu pour moi parce que je me trouvais pas nulle part dans le civil, tu sais. J'arrivais pas, je sais pas, j'arrivais pas à cliquer sur aucun métier. J'ai fait 2 ans de cégep avant de rentrer dans les forces. Puis je me trouvais pas, je savais pas. J'avais comme besoin à cet âge-là, quelqu'un me dise tourne à gauche, tourne à droite, habille-toi de même, puis le restant, on s'en occupe, tu sais. Fait que puis je regrette pas mon choix du tout. Mais tu sais, à un moment donné, quand le temps avance, là, tu fais comme je veux-tu. Je sais pas, moi, après 10 ans, il y a l'espèce de questionnement. Je veux-tu rester? Je veux-tu faire ça toute ma vie? Je veux-tu. Parce que ton premier contrat, c'est 20 ans. 20 ou 25. Quand tu signes, là, pour rentrer dans l'armée, ils te font signer un contrat, c'est 20 ans de ta vie, là. Les 20, un engagement. 20 ans les plus précieux. C'est un premier contrat de 3 ans. Après ça, il te renouvelle un contrat de 4 ans. Après ça, il te renouvelait pour les 13 autres années. Mais, au collège militaire, c'était pas tout à fait pareil. Quand tu rentrais... Comme officier? Oui, comme à cause de l'engagement face à l'instruction aussi que vous avez eu gratuitement. Parce que là, ils payent tes études et tout. Fait que là, après le collège, tu es obligé de donner 5 ans max. Mais ils te font quand même... Dans l'armée régulière ou dans la réserve? Dans régulière. Dans régulière. Oui, moi, j'étais dans régulière. Toi aussi? Oui, pendant 20 ans. Au niveau des contrats, le contrat qui est passé de 20 à 25, c'est passé, je pense, dans les années 2004. Je pense que j'étais à ma première mission à Kaboul, puis c'est là où est-ce qu'ils faisaient le tour des tentes pour faire signer « Hey, engage-toi pour un autre 5 ans supplémentaires. » Ou tu avais la clause grand-père. Ou tu restais assis sur ta clause 20 ans. Oui. C'est ce que j'ai choisi. Parce que je ne me voyais pas non plus faire plus que 20 ans dans l'armée. J'avais d'autres rêves à réaliser. Mais il y en a que ça leur plaisait d'être des carriéristes, je veux dire ça comme ça, dans l'armée, de faire plus de... Il y en a qui sont allés jusqu'à 35 ans même. Il y en a qui ont dépassé ça. Ça dépend de tes fonctions. Des 40 ans de service. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, là. En moyenne, c'est entre 35 et 40, ceux qui veulent faire toute leur... Parce qu'à 60 ans, ils te foutent dehors, là. Tu peux plus servir. Dès que tu as 60 ans, c'est bye-bye. Si on continue avec ton parcours, Steven, tu dis que tu es rentré dans l'armée vers 20 ans. C'était quoi tes objectifs à part de te trouver une famille inconsciemment? Frank, je voulais devenir un homme. Tu sais, quand tu dis tes chums que tu as connus ont changé, j'avais envie de changer. J'avais envie de passer du jeune adulte à l'adulte, mais dans le format que moi, j'ai dans mon idéal à moi, tu sais, j'ai grandi avec des films américains où est-ce que le G.I. Joe était triomphant, était respecté de son uniforme, puis les muscles, tu sais, je voulais des muscles pour me protéger parce que j'ai été victime de bullyisme, je voulais des muscles pour être respecté dans la vie, je voulais être capable de séduire les femmes, tu sais, c'est tout ça que j'allais chercher en plus d'une famille. La masculinité, comment on l'aperçoit socialement, comment je l'avais vécu au travers de mon père, comment je l'avais vécu au travers des hommes qui ont joué aussi des rôles paternels avec moi. Et puis moi, ça me convenait. Tu sais, ça me convenait, je me voyais là-dedans, puis je me sentais bien là-dedans, donc je me suis conforté, puis j'en ai fait une carrière de 20 ans. Il n'y a rien que je regrette, même si aujourd'hui je souffre d'un syndrome post-traumatique. Et là, on parle comme des vétérans. On est des vétérans de nouvelle génération. On va dire, on a servi l'Afghanistan, mais ça serait intéressant aussi de parler à des vétérans qui ont servi la Bosnie, qui ont servi Chypre. Il en reste de moins en moins de la guerre de Corée, mais eux, avec le temps, tu as une perception différente de ce que tu as fait aussi. Tu sais, aujourd'hui, on va en parler. Si je réécoute ça dans 20 ans, il est possible que j'ai fait un cheminement aussi sur ce que j'ai fait, la perception des choses. Puis c'est ça qui est intéressant dans le sens que tu vas toujours évoluer, même si ça a été une étape marquante puis qui peut t'avoir marqué pour la vie, là. Certainement. Puis ça a été quoi, toi, ton parcours dans l'armée? Parce que tu as un parcours, j'ai entendu tantôt parler, c'était quand même un parcours impressionnant, là. J'ai rentré fantassin. En fait, ce que je voulais au départ, c'était d'être blindé ou je voulais être policier militaire. Policier était mon rêve de petit cul. Tu sais, mais malheureusement, au cégep, j'avais fini au secondaire avec une moyenne de 74 %. C'était un programme contingenté au niveau public. Donc, j'ai dû, moi aussi, regarder pour d'autres options. Dans ce temps-là, je travaillais comme technicien en service de garde. Et en loisir. Donc, c'était pas suffisant. Les revenus n'étaient pas suffisants. Les horaires ne me convenaient pas. Je me voyais pas à 40 ans non plus d'entertainer des enfants comme homme. Fait que je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et puis, j'ai joint le premier métier qu'ils m'ont offert. En fait, ça a été ça. J'étais prêt. Je voulais vivre l'aventure parce que
m'étais fait prendre. C'est avec toute une publicité. aventure hein, quand tu rentres là-dedans. Ben, il y a une publicité, je sais pas si on est rentré pas quand même en même temps. Si la vie vous intéresse. Si la vie ou l'aventure? C'était si la vie vous intéresse. Si la vie vous intéresse. Je savais pas ce qu'elle allait prendre la mienne. Mais... Donc, 10 ans d'infanterie pour vouloir transférer, faire un programme latéral comme policier militaire. OK. J'ai dû retourner aux études parce qu'il y avait des critères d'admissibilité nécessitaient parce que j'avais été court moment au cégep de Limoilou, j'avais fait certains crédits, mais il fallait que j'ajoute des crédits à ça pour rencontrer les critères, pour après ça aller au concours et suivre toutes les étapes pour devenir un policier militaire. Grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, la formation est similaire à celle de la GRC, qui est un 6 mois à dépôt, où est-ce que tu en sors de là avec une formation de policier enquêteur. J'ai fait 1 an et demi sur la base de Bagotville dans un environnement aéroportuaire. Donc, c'était vraiment intéressant, les connaissances que je suis allé chercher là. Mais j'étais en attente de rentrer aux forces spéciales comme policier militaire. Pour juste faire ce qu'on appelle le Junior MP. Donc, tu t'en vas faire une certification de tout ce que tu as appris à appliquer sur le terrain, mais tu les maîtrises. Puis après ça, je me suis en allé aux forces spéciales pour compléter ma carrière. Force spéciale, c'est quoi ça exactement, pour ceux qui ne savent pas? C'est secret. On peut pas le dire, sinon il faut vous tuer. Non, les forces spéciales, un des mandats généraux, c'est celui du contre-terrorisme, entre autres. Donc, c'est une organisation spéciale qui est à la disposition du gouvernement canadien pour des opérations spéciales. Fait qu'il y a plein de choses que tu sais que nous, on ne sait pas. Ben, il y a des choses que j'ai signées que j'ai pas le droit de te dire. Est-ce que... Surtout que je suis présentement sous enquête pour des choses que j'ai divulguées dans un autre podcast. Donc, je vais fermer ma gueule avec ça. OK, ma seule question sera celle-ci. Oui. Est-ce que si on savait les choses que tu sais, on devrait avoir peur? Non, pas du tout. Mais niveau intelligence, par exemple, là, Oui. moi, j'ai une copine qui a travaillé dans l'intelligence, là, le système de renseignement, là. Puis il y a des affaires qu'elle ne peut pas dire, qu'elle a signées elle aussi. Puis elle m'a dit, si vous aviez su ou si vous saviez dans ce temps-là, elle dit, vous auriez toute peur. Parce que monsieur, madame, Parce tout que le monde c'est- connaît secret, top secret. Tu sais, le top secret, c'est souvent ce qui est le plus secret, mais il y a des choses plus secrètes que ça Ouais. au niveau du Canada. Donc, la compartimentalisation de certaines opérations qui pourraient mettre, si elle était su de la part du public, pourraient mettre en péril la sécurité de Ouais. notre pays. Exact. Ça doit être dur de ne pas en parler. Oui. Je sais pas. Non, en fait, si ça a été un bon moment pour toi, oui, c'est quelque chose que tu auras envie de partager, mais en même temps, ça fait partie de servir. Puis je pense que même une fois que tu as quitté les forces, tu dois continuer d'une certaine façon à servir en faisant de la rétention d'informations que tu as eues en service. Tu sais, au niveau de la formation qui est donnée pour entrer aux forces spéciales, c'est toutes des choses qui doivent rester sécurisées puis qui ne doivent pas être partagées. On essaye tous de le faire du mieux qu'on peut. Il y a des gens qui sont humains, qui vont s'échapper à certains moments, mais on essaie toujours d'être très conséquent avec le serment d'allégeance qu'on a fait, puis l'engagement qu'on a pris avec le gouvernement canadien de continuer à protéger les citoyens canadiens en faisant de la rétention d'informations. Ça a été quoi ton plus beau moment dans ton parcours militaire? J'ai le goût de dire le sport. Parce que j'étais au recrue et puis je choisissais les hommes et les femmes. Je choisissais, entre autres, pour le 22, le premier bataillon, je choisissais les hommes et les femmes en fonction de leurs compétences au hockey. Parce qu'à une époque, on pouvait faire du sport professionnel. À l'intérieur de l'armée, tu étais détaché pour faire complètement ce sport-là à temps plein. Donc, tu menais une double carrière. Tu avais une carrière d'athlète professionnel, tu avais une carrière de militaire. J'ai fait 15 ans pour Équipe Canada militaire au basketball. Okay. Donc, j'ai été privilégié de vivre une double carrière, en fait, une carrière d'athlète et une carrière militaire en même temps, où est-ce que j'avais quand même à rencontrer les objectifs d'entraînement et de déploiement, mais j'avais pas je pouvais me soustraire, mettons, à un 10 km le matin qui allait courir pour aller lancer des ballons. Oh, ouais. Ouais. C'est vraiment... c'est une société dans la société, l'armée. C'est ça que ton ex t'avait dit, hein? Puis c'est le reflet exact de la société aussi. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est tannant, là, mettons, dans les médias, tu sais, il va se passer quelque chose, on va dire un militaire a fait telle affaire, puis ils vont mettre, tu sais, l'accent sur le fait que c'est un militaire qui a fait X, Y, Z, là. On est comme, ouais, mais tu sais, on n'est pas tout... On n'est pas des robots, là. Non. On n'est pas... c'est pas la crème de la crème de la société, là, on est le reflet de la société.
Ouais. Et on était très jeunes. On était très jeunes à l'époque où est-ce qu'on a rentré. Veux pas, tu rentres avec tes yeux de jeune homme de 20 ans dans une nouvelle micro-société où est-ce qu'il faut que tu prennes ta place, où est-ce que les femmes doivent prendre leur place dans un métier où est-ce que les hommes sont jackés sa testostérone, où est-ce que une dominance. En fait, c'était un environnement qui était très masculin, même, on peut dire toxique masculin, même pour plusieurs hommes, ont été confrontés à justement ce milieu-là qui est très... animal, je vais le dire comme ça, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes, leur nature était très primitive. Dans ces années-là. Oui. Puis l'éducation aussi l'était primitif aussi à un certain point. La relation entre l'homme et la femme dans un milieu de travail comme celui-là C'était pas la même, là. Justement, c'était quoi d'être une femme dans un milieu qui est dominé par l'homme, puis qui est autant dans le stéréotype masculin, tu sais? Bonne question. Tu vas je peux spoiler ou tu y vas Non, pas mais je spoiler? peux parler juste de mon expérience, évidemment, là, parce que je sais qu'il y a eu... je sais qu'il y a des femmes qui ont eu des expériences assez horribles, là. Point de vue harcèlement sexuel, des viols, des ci, des ça, tu sais. J'ai vécu des trucs un peu similaires, mais ça m'a jamais... Moi, j'ai jamais été dans l'artillerie en me disant je suis désavantagée, je suis une femme. Tu sais, il y avait plus de femmes dans l'artillerie parce que c'était un métier qui était plus... peut-être un petit peu plus intellectuel que l'infanterie, je dirais, dans le sens que... c'est pas des maîtrises des mathématiques plus aiguisées, entre autres. Parce qu'il faut que tu calcules tous les tirs, les ci, les ça. Quand tu es un membre du rang, là, un sous-officier, ben là, c'est plus physique. Mais moi, je m'étais enrôlée comme officier. Fait que j'avais trouvé quand même ma place, tu sais. Mais en plus d'être comme une femme, fait que tu te fais un peu juger, tu te fais regarder parce que il faut qu'elle se prouve, tu sais. Il faut que tu te prouves plus que le genre masculin, là. Puis en plus... Marie, laisse-moi juste faire une parenthèse parce que je vais expliquer ta position. Ouais. Une position d'officier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme un col blanc. Donc, c'est les boss. Et les sous-officiers, c'est les cols bleus, c'est c'est plus les exécutants. Donc, je veux que vous compreniez qu'elle avait une position où est-ce qu'elle était en charge de plusieurs hommes. Ouais. Ça, c'est intimidant, par exemple. Ça, j'ai toujours trouvé que l'armée faisait un peu ça bizarre, là, parce que, tu sais, tu rentres soit comme élément de la troupe ou tu rentres soit comme officier, puis tu as deux trainings complètement différents. Tu sais, tu as deux fait que t'as pas passé deux sphères par... d'entraînement. Bien, j'ai fait mon camp recrue, j'ai fait toutes les affaires de base parce qu'à la base, tu es un soldat. Tu es un soldat, il faut que tu saches te débrouiller, il faut que tu saches manier ton arme, il faut que tu saches toutes ces affaires-là. Mais là, tu arrives, tu sais, moi, j'avais 22 ans quand je suis arrivée au régiment d'artillerie à Québec. Tu n'as pas d'expérience. En plus, tu es une femme. Je me sentais petite dans mon combat en tabarnouche. C'était pas évident. Puis est-ce que tu sentais qu'on te respectait malgré tout ou on continuait on te challengeait continuellement? Il y a quand même une forme de respect parce que, bon, tu es officier, le monde te respecte parce qu'il respecte ton grade. Ouais. Puis si tu prouves que tu es capable de faire la job, ben là, tu sais, tu as un pas déjà de fait, là. Fait que... moi, j'avais pas, tu sais, point de vue de travail, j'étais assez performante, là. Marie est en charge, exemple, de 30 hommes. Donc, il y avait 30 hommes en avant. Ça, ce qui est normalement un peloton. Donc, un officier qui arrive du collège militaire, formé officier, bien, souvent, on va lui donner 30 hommes à diriger. Et c'est quand elle dit que c'est difficile le regard des autres, bien, imaginez-vous 30 personnes qui ne vous connaissent pas. Le premier jour que tu rentres à l'unité, là, puis tout le monde te regarde, c'était comme à tabarnak. Et plusieurs d'entre eux ont 40 ans, là. Et toi, tu arrives à 22 ans, puis ils ont de l'expérience, puis ils ont de l'expérience en théâtre opérationnel. Et tu dois les convaincre que ça va être toi le leader, parce que c'est ça la job d'un officier, c'est de leader la troupe, de faire exécuter par les exécutants les ordres de la chaîne de commandement. Ouais. Fake it till you make it? Genre. Okay. C'est ça que je faisais. Puis à un moment donné, tu apprends, puis tu montes en grade. Mais tu sais, il y a toute la vie en garnison, puis il y a toute la vie quand tu te déploies, qui n'est pas la même du tout non plus.
Fait que, tu sais, comme dans l'artillerie, quand tu te déploies, ben, tu t'en vas dans le champ, tu places tes canons, tu fais tes tirs, tu fais tes missions de tir. Puis moi, j'aimais mieux le côté champ parce que, bon, tu sais, j'avais une job qui était, mettons, l'officier de poste de commandement qu'il faut qu'il calcule où c'est que les... Puis, tu sais, j'ai toujours été bonne à l'école, là. Fait que dans le champ, moi, j'avais pas de problème. Je faisais partie de la gang pour tout le monde. En garnison, je trouvais ça un petit peu plus difficile. C'est quoi en garnison? Garnison, c'est sur la base. OK. Ouais, parce que quand tu n'es pas en opération. Quand tu n'es pas en opération. L'opération, donc, tu vas déployer avec les armes puis les véhicules dans un secteur d'opération. Ouais. Ça peut être d'entraînement ou d'opération réelle, comme l'Afghanistan. Okay, exact. Puis, tu fais pareil comme tu fais pareil comme les gars. Là. Les gars, les filles, il n'y a pas de différence. Là. Je veux dire, moi, si j'ai mon équipe de poste de commandement puis on est 8, bien, on dort les 8 dans la même tente. Fait que souvent, j'étais la seule fille dans la maudite tente, tu sais. Fait que oui, c'était pas évident. Est-ce que tu te sentais quand même en sécurité? Oui. OK. Oui. Peut-être pas à tout le temps. Au régiment, oui. Avec les membres de la troupe, oui. C'est-à-dire, ceux qui ont été le plus sournois, là, c'est mes pères. C'est con ceux à qui dire. étaient plus proches de toi. Ben, mon boss, tu sais, les autres officiers, il y avait de la guerre entre officiers, genre, je vais la planter, tu sais, parce que moi, je vais me remonter. Ça arrivait tout le temps, là. Puis tu sais, ton boss qui tu penses que tu peux y faire confiance. Tu sais, t'es assez innocent aussi, là, tu sais, quand tu rentres, puis t'as juste une vingtaine d'années, puis tu penses qu'il va t'aider, puis tout ça, puis à moindre occasion, la petite main en arrière, là, ça, oui, c'est arrivé. Puis là, tu perds confiance un peu là, envers ton... C'est pour ça un peu que j'ai changé de métier aussi. Là. Ben, tu perds complètement la confiance envers ton boss. Ouais. Parce que là, dans le fond, c'est pourquoi est-ce qu'il me supporte pour les bonnes raisons? T'sais, est-ce qu'il est derrière moi pour les bonnes raisons ou il y a une intention qui... T'sais, puis je ne sais pas, peut-être que tu te mets à douter même de tes propres compétences. Est-ce qu'il m'a choisi parce qu'il voulait mes fesses ou parce qu'il voulait mes compétences d'officier d'artillerie? Exact. Moi, je me suis fait déjà dire, là, on va le faire pour vos beaux yeux, madame. OK, c'est parce que je veux juste que tu le fasses parce que je te l'ai demandé. Parce que c'est ma position, puis parce que c'est moi qui est en charge de mener à bien l'opération. Puis tu as vu ça comment, le changement que l'armée a fait dans les derniers temps face à ces abus-là, puis toute cette sortie-là médiatique qu'il y a eu? Oui, bien, j'étais bien contente et bien fière là, que l'armée prenne une grippe là-dessus, là, comme on dirait. C'était comment ça s'appelait? C'est pas Hop Honor? Oui. Hop Honor? Hop Honor. Opération Honor, quand ils ont sorti ça là, pour... C'était le MeToo de l'armée, là. Oui. Ouais, ça consiste en quoi, grosso modo? C'était de reconnaître. Oui. De reconnaître que c'était pas bien, faut aller entraîner les gens là, pour dire, écoute, il y a un consentement. Le consentement, ça existe. T'as pas le droit de faire ce que tu veux avec... Il fallait les entraîner. L'éduquer, parce qu'encore une fois, je vais le répéter, mais souvent, beaucoup de gens vont joindre les Forces armées canadiennes avec peu d'éducation. Puis même des fois, avec un diplôme, mais peu d'éducation. L'éducation, ça s'apprend à la maison. Donc, la société a progressé. L'armée a dû faire la même chose, a dû donner de l'éducation, c'est pratiquement de l'éducation sexuelle. À ses troupes au niveau du comportement. Ouais. Mais ça faisait des années que l'armée avait entamé un processus pour éradiquer ce genre de comportement-là. C'est arrivé aux femmes, mais c'est arrivé aussi aux gays dans l'armée. Il y a eu une chasse aux gays et lesbiennes dans l'armée qui est à dénoncer aussi. On appelle ça la purge, là. Il y a Exactement. eu ça. La purge, ben c'était de dénoncer et c'est ça, dénoncer n'importe qui était gay ou lesbienne. Puis là, il se faisait attaquer, puis il se faisait écœurer jusqu'à temps qu'il sorte. C'est ça. La culture pour les faire sortir de l'armée a souvent été le bullyisme, a souvent été l'harcèlement. Et on fait abandonner plusieurs hommes et femmes l'armée parce que le comportement ne plaisait pas à un ensemble d'élite ou de la troupe. Et souvent, le fardeau de mettre cette pression-là indue, cet harcèlement-là, c'est la troupe qui devait le faire. Donc, c'était imposé à la troupe. Donc, on réussit à convaincre que cette personne-là devait partir pour notre bien. Donc, ensemble, on va y mettre suffisamment de pression pour qu'il quitte. Mais quand je parle de progressistes, l'armée n'a pas tous ses torts parce que... veut pas, c'est une société en soi. Et il y a des méthodes de répression, mais il y a aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation qui étaient à faire, qui avaient probablement été négligées ou jamais fait dans les forces, puis ça dépend où est-ce que tu as servi. Exact. Mais exemple, quand l'armée, en 99, on a vu
voir l'alcool disparaître des exercices. Donc, moi, je me souviens, j'étais à Gagetown en 99 et à la fin de l'exercice, on avait, ils nous payaient souvent du surf and turf, un steak avec du homard à la fin d'un exercice de notre gâterie. Après ça, avec notre solde, on pouvait aller acheter de la boisson. Donc, on pouvait se saouler jusqu'à temps de tomber sans connaissance par terre. Ça a été enlevé et ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce qu'il y a beaucoup de comportements qui avaient été faits sous l'influence d'alcool. Ah ben oui. Les messes, les messes, c'est les endroits où est-ce qu'ils consomment de l'alcool, se sont mis à avoir une meilleure réglementation, se sont mis à avoir des videurs pour avoir justement un œil sur le comportement des troupes. La police militaire est de plus en plus présente, mais ça l'a pas cheminé aussi vite que la société. Puis on l'a vu, on a dû faire du rattrapage. Quand je dis on, j'espère que l'institution est bien intentionnée là-dedans, mais ça reste que la nature du travail va toujours demander des hommes qui sont moins éduqués, des hommes qui vont rentrer avec des problèmes et qui vont devoir être éduqués. Oui. Tu donnerais quoi comme conseil à la jeune Marie-Noël qui veut rentrer dans l'armée aujourd'hui avec ton expérience? J'y dirais d'avoir pas mal plus de confiance en elle, là, parce que c'est facile de se faire intimider, tu sais. Puis, mettons que mon bagage là, que j'ai maintenant, c'est sûr, on dit tout le temps, j'aurais aimé ça l'avoir dans le temps quand je suis rentrée, là, mais je dirais d'avoir beaucoup plus confiance en elle, puis de vraiment pousser pour ses objectifs et tout, là. Mais jamais je dirais de ne pas y aller, parce que j'ai quand même adoré ma carrière, là, malgré qu'il y a des affaires. Mais il y en a dans tout, là. Même au civil, il y a des coins, des côtés plus négatifs. Là. Dans l'armée, c'est juste différent, peut-être. Puis j'ai fait des voyages, j'ai fait plein d'affaires que la majorité de mon âge n'ont peut-être jamais fait. Il y a du monde qui n'ont jamais sorti de Montréal. Là, ou de, fait que moi, c'est ça. Fait que ça, j'y dirais vas-y, mais tu sais. Ouais. Avec du stork. Ouais. Steven, j'aimerais ça que tantôt, on jasait off-cam, mais que tu nous fasses un peu l'ABC de la vie militaire, de ce que c'est, les métiers, comment ça commence, tantôt, le cours de recrue. Je vais décortiquer les cols bleus et les cols blancs. Après ça fonctionne au niveau des rangs. Donc, les cols blancs ont des rangs jusqu'à général et les cols bleus ont des rangs. Tout le monde connaît le caporal, le sergent. Donc, tous ces rangs-là sont dans cette braquette d'employés-là qui sont pratiquement une copie conforme du système public. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes appellations, mais c'est grossièrement, tu occupes un poste pour lequel tu as des responsabilités, puis voici tes responsabilités. Tantôt, je parlais d'un jeune officier qui est à la tête d'un peloton d'une trentaine de personnes. Mais exemple, quelqu'un qui serait à la tête... je ne sais pas moi, d'une section de 10 personnes, bien, ça vient avec un rang de caporal-chef, sergent. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les forces sont divisées en 3 éléments. Ouais. Donc, la marine, l'Air Force et l'armée de terre. Puis tantôt, on a parlé d'armes de combat. Tout ça fait partie de l'armée de terre. Ouais. Mais il existe aussi une panoplie de métiers de support pour... Il y en a au-dessus de 130 métiers. Dans les forces. Là. Tout ce que tu peux retrouver dans le civil, tu vas l'avoir. Oui. T'as-tu fait du recrutement? Ou, non, j'ai pas fait de recrutement. Non, j'aurais aimé ça, mais... T'en fais aujourd'hui? Oui. Oui. Ben oui, on a comme perdu un peu le fil. Moi, je ne sais plus trop où l'armée est rendue parce qu'on est déconnecté. Puis en 3 ans, ça a changé énormément pour accommoder la génération d'aujourd'hui. Oui, on a vu le vernis arriver sur les ongles. On a vu la permission d'avoir des piercings. On a vu la permission d'avoir les cheveux longs, la barbe longue, les cheveux de couleur. Donc, l'armée veut aussi être progressiste et d'aller chercher d'autres couches de la société dans leur génération qu'on est d'aujourd'hui. Donc, moi, je les suis plus aujourd'hui vraiment dans le programme puis dans le législation, mais je pense qu'on peut voir qu'il y a du progrès. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent que ça avance, qui veulent que ça aille rejoindre les standards de la société. Mais encore là, ça va être très difficile à cause de la nature de l'emploi. Est-ce que les femmes ont accès aux postes plus élevés dans... Oui, absolument. À cette heure, il y a des femmes générales. On n'a pas une femme CDS encore, chef d'état-major. Non.
On n'en a pas eu une. Ça devrait pas tarder. Oui. Ça devrait pas tarder parce qu'on a des bonnes... La position au top. Oui. Le chef d'état-major de la défense. Chef, ouais. Mais là, on aurait une chef Oui, Okay. parce qu'on a, on a des je pense juste à Général Carignan, Oui. entre autres, là, qui est rendu général, justement, puis qui est très bien enligné là, pour être peut-être un jour CDS. Là, je ne sais pas c'est quoi les Si elle veut dans son plan de carrière Si elle aussi, le parce veut que aussi. rendu là, ben, c'est des opportunités. Ouais. C'est pas nécessairement j'attends d'être le chef de l'armée, mais j'attends une offre d'emploi qui va me convenir comme cadre. Puis dans les armes de combat, comme dans le reste, là, parce que, tu sais, moi, j'ai rentré avec mes amis. Quand je suis rentrée au recrue avec eux autres, je pense à une de mes amies qui avait 16 ans. Elle était sur le trottoir là, du centre de recrutement à Montréal. Moi, je n'avais 19, elle en avait 16. Écoute, c'est jeune, là. Mais elle est rendue colonel. Elle a commandé le régiment d'artillerie. Elle s'est fait approcher pour l'école des recrues. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, là, maintenant qui accèdent là, à des gros postes. Oui. Parce qu'on pourrait dire longtemps que oui, les femmes n'ont pas eu d'opportunité, et c'est vrai. Mais il faut dresser un portrait de la réalité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, beaucoup plus facile qu'avant. Est-ce que c'est facile? Non. C'est certain que c'est pas facile parce que quand tu es dans un métier d'homme, tout le monde le sait que c'est plus difficile de parvenir à des postes de pouvoir. Exact. Tu étais dans les forces spéciales, y avait-tu des femmes qui étaient dans les forces spéciales? Oui, il y en avait comme supporters, pas encore là. Il y a 2 catégories aux forces spéciales. Il y a les, je vais essayer de faire un portrait global, mais ceux qui vont rentrer dans le bâtiment, puis tous ceux qui s'occupent de tout l'extérieur de l'opération. Donc, c'est 2 catégories qui appellent les supporters et les assaulters. Donc, et tout dépendamment de la catégorie de métier de support que tu es, ben, tu es plus ou moins loin de l'action en fonction des besoins et des équipements qui sont nécessaires pour mener à bien l'opération. Mais dans les personnes d'assaut, il n'y a pas de femmes. Il n'y en a pas. À ma connaissance. Aujourd'hui, peut-être. Je ne sais pas. Possible. Écrivez-le en commentaire si vous pensez connaître une femme assaulteur canadienne. Dans l'autre régiment, là, je perds un petit peu mes mots. Le CSOR, parce qu'il y a 2 régiments de forces spéciales au Canada qui est un régiment on appelle ça les Black Ops, les Green Ops, si on veut les séparer en 2 catégories. Les Black Ops qui sont le GTF 2 et les Green Ops qui sont davantage le CSOR, mais les 2 unités sont capables de faire le même boulot. Il y a une unité qui est beaucoup plus nombreuse que l'autre pour d'autres types d'opérations que le gouvernement canadien pourrait avoir sur sa planche à dessin. Est-ce que tu as tué, Steven? Ça, c'est une question qui se pose pas. Ça se pose pas? Non. Ah, excuse-moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Excuse-moi. Les civils ont souvent tendance à dire t'as-tu déjà tué quelqu'un, mais c'est une question qui se pose pas. C'est parce qu'on parlait de GTF et tout ça, fait que je me dis, en artillerie, mettons, on dirait que tu vois les films, tu le vois que c'est sur l'écran, mais quand tu vois les films de GTF, de force spéciale, c'est live, là. Exact. C'est là que ça se exact. passe, je connais pas, j'ai jamais posé la question. J'ai été embusqué, j'ai été sous le feu ennemi. Je vais te répondre comme ça. Oui, j'ai déjà fait feu sur des gens qui m'attaquaient directement. Je veux dire, tu as été à la guerre, là. Oui, exactement. C'est ça, j'ai des amis aussi qui étaient comme... J'en ai un ami qui était là-dedans, puis lui, là, ça fait un bout que je l'ai vu, mais il n'avait pas été encore déployé, tu sais, puis, on entend souvent que l'armée canadienne, c'est une armée de support. Est-ce que c'est vrai? C'est pas une armée c'est une armée de support. C'est une armée qui fait partie de l'OTAN. C'est une armée qui fait partie de l'ONU. C'est une armée qui fait partie d'une coalition qui veut une démocratie, une paix sur la Terre. Et malheureusement, des fois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Exact. Mais... c'est parce qu'on n'est pas nombreux. On n'a pas une grosse armée. Non, on est très... 90 000, je pense. Non, même pas. En bas de 75 000, c'est 60 et quelques mille, je pense. Disent, avec les réservistes? Ils disent qu'au printemps 2021, on a dénombré au Canada 97 625 personnes servant dans les forces armées canadiennes. Avec les réservistes. Incluant les réservistes. Peut-être les cadets aussi sont inclus, là. OK, ça se peut. Oui. Les officiers cadets, là, qui sont... les cadets, ça fait partie... puis un militaire sur 5, c'est une femme. Maintenant, 20 Donc, à l'époque, souviens-tu, je pense que c'était 3-5 On était à 3, ils voulaient monter à 5. Oui. L'objectif, ça a toujours été 20. Je pense au Royal 22e Régiment, pour les années que j'ai servi, je pense qu'il y avait maximum, c'était 8 femmes
qui étaient dans les rangs à ce moment-là, puis ils étaient tous concentrés au 2e bataillon Royal 2e régiment. Puis les femmes, si je me trompe, corrigez-moi si vous étiez plus... j'ai pas eu cette information-là. Je sais pas non plus. J'étais pas dans le même régiment de toute façon. Ouais. Mais en même temps, c'est pas... Tu sais, il y a 20%, c'est un excellent taux, je pense, parce que... Ah, c'est un excellent... Ah Pour oui. la nature de l'emploi, c'est ça. très bien. C'est ça, parce que Oui. je pense pas qu'il y ait non plus énormément de femmes qui attendent d'aller dans l'armée puis qui désirent ça non plus, là. Moi, tu pourrais être surpris. Ouais, plus que Peut-être, 20%, mettons. Avec tous les métiers qu'il y a. Avec tous les métiers qu'il y a, on va trouver beaucoup de femmes dans le corps de métiers de la santé. Tu sais, les techniciens j'avoue. médicaux, les infirmiers, infirmières, les médecins. Dentiste, assistante dentaire. Oui, Ouais. assistant C'est dentaire. ça, il y a tout tellement de métiers. La logistique, il y a beaucoup de femmes en logistique. On en trouve Communication. énormément. En coms, il y avait, je pense qu'on était plus de femmes que d'hommes en coms dans le temps. Mais encore là, plus que l'armée rend le milieu de travail sécuritaire, plus il va y avoir des femmes qui vont avoir le goût de joindre les forces armées canadiennes, indépendamment de la nature de la job. Exact. Moi, j'ai une question. Tu sais, les deux, vous avez été déployés, vous avez fait les deux l'Afghanistan, tout ça. Est-ce que ça se pose, ça se vit comment? Tu sais, c'est quoi? Y a-tu un stress en s'en allant là-bas? J'aimerais ça, en plus, avoir un portrait de comment on se sent quand on s'en va là-bas, quand on est là-bas, puis quand on revient de là-bas. Si tu trouves vous demander. Non, c'est une bonne Vas-y. question. On a comme deux expériences un peu différentes Ouais. parce que Steven, il était vraiment comme au front, lui, avec, j'imagine, là, je Oui, me oui, trompe oui. pas quand je dis ça. Moi, j'étais un petit peu plus en support. Au niveau de l'artillerie, tu sais, première mission en 2003-2004, écoute, on était à Kaboul. Kaboul, c'est une grande ville, là, en Afghanistan. Fait que c'est sûr qu'on n'allait pas tirer du canon là. À cette époque-là, justement, on supportait l'élection du président Karzai Exact. de façon démocratique en Afghanistan. C'était ça Ouais. un peu le mandat. Fait que c'est sûr que c'est stressant. Bien, la préparation à une mission, oui, c'est stressant, c'est long. C'est des mois avant. Tu as des trainings à faire un peu partout. C'est 6 mois environ d'entraînement avant c'est de ça. partir Puis sur une... vous envoie, le genre, dans le nord, puis ça se peut-tu, vous envoie dans des places comme vraiment plus difficiles, tu sais, comme pour faire des gros camps, puis... Il nous envoie. Wainwright. C'est Wainwright. Il nous envoie dans l'Ouest parce qu'il y a une grosse base d'entraînement là-bas. Fait qu'on peut vraiment. Tout le monde qui va faire la mission, mettons qu'ils sont 2000 soldats, ben on est capable de les concentrer parce que c'est grand, cette base-là. Puis là, c'est des entraînements comme si on était là-bas. Fait que c'est... oui. Fait qu'il y a même des villages... Moi, j'étais allée en Allemagne faire un exercice un moment donné. Puis, écoute, ils ont un village afghan carrément bâti là-bas là, pour qu'on se pratique comme si on était là-bas. Incroyable. Tu sais, Est-ce que, genre, avant que vous ayez l'annonce d'être déployé, vous avez hâte? Tu sais, mettons, ça fait 10 ans que tu t'entraînes pour ça, là. Je m'en rappelle, J'avais hâte de rentrer, j'avais hâte de déployer, j'avais hâte c'est ça. d'avoir C'est mes histoires de guerre à moi. Ouais. Parce que quand tu rentres là comme jeune homme, moins de confiance en soi, puis c'est normal, puis tu entends les vétérans parler de leurs exploits, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ils sont fiers, puis tu vois qu'ils ont un lien entre eux qui n'a rien à voir avec juste collègues de travail. Puis tu as hâte de vivre ça puis de faire partie de la gang. Donc, les premières fois que tu déploies, c'est comme, tu es sur c'est une euphorie. Ouais. C'est une euphorie, parce que tu connais pas le feu, tu t'es jamais fait tirer dessus. C'est une euphorie parce que tu penses que tu vas là pour faire plus d'argent parce que maintenant, le gouvernement canadien t'impose pas sur ton capital gagné quand tu es en opération. Ça, c'est un bonus. Ben oui. Donc, il y a moyen aussi de replacer tes finances ou d'avoir plus d'argent. Un On coussin. s'entend que là-bas, tu dépenses pas tant que ça, là. Tu sais. Aussi, ça te permet de mettre de côté. Non, De- c'est sa de femme à la moins en- maison qui dépensait tout. Moins en moins. En fait, il y a eu un camp de massage qui était à Kandahar les premières années. Cela, tu dépensais un petit peu plus là, mais il n'y avait pas grandes opportunités de dépenser. Non. Donc, tu revenais... Sauf au marché tous les vendredis. Là. Hein? Oui. T'avais-tu ça, les marchés? Oui, les marchés, les parce que marchés afghans. beaucoup de stocks venaient du Pakistan, puis ils venaient nous présenter des Genre objets de marché aux puces, Ouais, un mettons. genre de marché aux puces. avec puis, des affaires importées de la Chine. Là, t'as un enfant de 5 ans qui fait comme achète-moi ça, Et là, sinon je mange t'achètes tout. pas. Là. Mais, Ok, mais, moi, te mais l'acheter. c'est une excitation, c'est une boule dans le ventre. Tu as envie d'être enfin un vrai soldat. Ouais. Est-ce que, en rétrospective, tu es capable de dire asti que je ne savais pas à quoi je m'attendais? Ah, il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. C'est clair. Jamais, hein? On ne s'attendait pas à ça. Ce qu'on avait vu de la Bosnie était un autre type de guerre.
l'Afghanistan nous a complètement surpris, puis je pense qu'on a surpris l'état-major de la nature des opérations qu'on devait mener une fois sur le terrain. Comment? Puis Parce que Qu'est-ce que vous avez mais c'était pas du tout le même type d'opération. Là, on Là, on tombait dans les opérations de guerre. Là. C'était Oui. plus du maintien de la paix, c'était Oui. plus de sécurité d'une ça. zone, c'était plus de renforcer la sécurité dans une zone. Oui. Non, là, c'était des... Offensif, là, c'était... Puis t'as un ennemi invisible. Et voilà. C'est ça. C'est un voilà. ennemi carrément Ouais. invisible. Ils appelaient ça Ben, c'est une guerre atypique, en C'est fait. ça. Une guerre C'est typique, c'est que tu vois l'uniforme de l'armée en face de toi, tu sais qu'est-ce qu'ils vont tirer, tu connais leur Mettons, méthode. les Russes puis les Ukrainiens, c'est du monde en combat contre d'autres mondes en combat, puis on le sait qu'on s'affronte. Tandis que là, tu vas dans un village, puis Ouais. ça peut être une petite fille qui se Les pointe, puis seuls qui qui a... étaient Exact. différents, c'était Exact. les Tchétchènes en Afghanistan qui, eux, avaient un entraînement plus militaire, mais normalement, beaucoup de talibans ou Al-Qaïda utilisaient des fermiers pour faire leur besogne. Donc, exemple, ils demandaient à un fermier, sous la pression d'aller tuer ou sa famille. sa famille, ben, tu vas devoir aller poser une bombe là. Et c'est ça qu'on vivait. On vivait une guerre asymétrique où est-ce qu'on ne s'attendait pas à être attaqué ou à... Allô, le stress chronique? Oui. Oui. De, Oui. de- de- Ben oui, ben oui. Puis de voir tes Beaucoup de collègues blessures. qui reviennent pas aussi, là. Hmm. Tu sais, quand t'arrives, il y a eu un décès, puis là, c'est une grosse cérémonie. C'est l'hymne national canadienne, quand ça joue, faut que je me Oui. parle beaucoup. Faut que je me parle Ouais, beaucoup. ouais. Parce que ça me ramène pas à bonne place. Tout ça. Exact. Moi, je vais le dire. Prends ton En temps. ton temps. Oh, ouais, ben, ça me ramène aux cérémonies de la rampe. C'est quoi ça, la cérémonie, Ceux là? qui étaient Ceux qui meurent, Meurent, qui... envoyés en avion. Et Ouais. OK. faire une dernière parade. Ouais, pour Rappel. rentrer le... Tu rentres je perds mes mots, là. Le cercueil. Le cercueil avec le drapeau, puis tu sais, souvent, c'est les collègues qui vont... C'est très, 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 très émotif, puis tu fais pas juste ceux-là des Canadiens, là. Parce que moi, quand je me rappelle, quand j'étais Non, en camp non, dehors, non, là, non, on assistait à ceux des Canadiens, ceux des Américains, Tous ceux les, des Australiens. qui servaient sur la base. Il y en a un qui meurt, ouais. Ben, on devait se réunir là, puis c'était l'hymne national, puis c'était solennel, puis c'était... Ils rapatriaient le corps. Puis le lendemain, il faut que tu retournes. Pas le lendemain, la journée même. Non, je veux dire... La Ouais. journée même, tu parles. Ouais. C'est... Ça peut être Ça quelqu'un... commençait tôt le matin, avec le lever du soleil. Puis après ça, tu t'en allais faire ta patrouille, tu t'en allais faire ton opération. Ça peut être quelqu'un avec qui tu avais soupé la veille, là. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ça peut être quelqu'un qui a été... Tu sais, même les Afghans qui travaillaient avec nous. Parce il y a plein d'Afghans là, qui travaillaient pour nous comme ben oui. interprètes ou comme, tu sais, qui veulent que leur pays devienne une meilleure place puis qui sont prêts à travailler conjointement avec nous autres. Mais c'est arrivé souvent là, que moi, OK, on va travailler avec monsieur un tel, puis là, ben, on se revoit la semaine prochaine pour telle affaire, puis le monsieur est plus là. Ça m'est arrivé plein de fois, là. Parce qu'ils se font attaquer pour collaborer avec nous. Ouais, c'est ça. Les interprètes, même chose. Tu sais, quand on a fermé l'Afghanistan, justement, il y avait beaucoup d'Afghans qui avaient collaboré avec la coalition, qui voulaient être rapatriés au Canada parce que il allait être sans ressources et sans protection. Ouais. Et je ne sais pas ça a été quoi le outcome de ça, mais on voyait que probablement que ça n'avait pas été assez vite ou peut-être pas en nombre long. suffisant Ouais. pour tous ceux qui ont supporté et qui ont maintenant, que les talibans ou Al-Qaïda ont un ground maintenant pour mettre fin à la vie de ces gens-là ou de leur famille parce qu'ils ont collaboré pendant X nombre d'années. On a été là 15 ans en Afghanistan avec les forces canadiennes. Mais est-ce qu'ils les aidaient, ces gens-là? Tu sais, je veux dire, c'est tellement précieux. Ben, il était un des faisait. nôtres. C'est On les ça? considérait comme des membres à part entière des forces avec nous. Je me suis lié d'amitié avec des interprètes que jamais j'aurais pensé, même quand ils te présentent l'interprète, et voici ton interprète, puis c'est lui qui va t'aider à communiquer entre les forces afghanes et toi. Tu t'attends pas à connecter et d'avoir un lien aussi fort que ça avec quelqu'un que tu connaissais pas avant, là. Tu parles même pas ta langue, quasiment. Là, Qui parle pas ta langue, qui n'a pas les mêmes mœurs, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas les mêmes intérêts, qui n'a pas les mêmes besoins. C'est ça. La guerre crée des liens qui sont difficiles à expliquer. J'ai un ami aujourd'hui qui est un frère. Là, tu sais. Ouais. Les liens que vous développez doivent être plus que familial. Tu sais, tantôt, tu disais que tu cherchais une famille, mais quand tu es sous le feu de l'ennemi,
c'est plus fort que tu sais, c'est la protection. Là. Tu peux pas faire plus confiance à la personne qui est à côté de toi. C'est lui qui va te sauver la vie et vice-versa. Tu sais. Ouais. Laisse-moi savoir si ça se pose comme question, peut-être pas, là, mais c'est quoi le feeling d'être sous le feu ennemi? La première chose, c'est la frustration. OK? Je t'en vraiment en calisse. Je sais pas pour quelle raison j'ai réagi aussi fortement à dire, tu sais, l'agressivité, c'est la première chose qui est venue, et de sacrer et de faire ma job, de chercher la provenance du feu, parce que c'est la première chose que dans une guerre asymétrique, quand tu te fais prendre en embuscade, c'est d'essayer de trouver la direction du tir. Et parce qu'il y avait du tir de plusieurs natures, il y avait de l'artillerie, pas de l'artillerie, du mortier, il y avait du tir direct, il y avait du tir anti-char. Et c'est pas tout qui atteint sa cible, mais tu es capable de voir toutes les explosions. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que tu fasses ta job de soldat. Donc, instinctivement, l'entraînement prend le dessus et tu te mets à mettre du feu en direction de l'ennemi pour être capable, après ça, de t'extirper de cette zone-là, parce que c'est un peu la job qui est à faire, ou du moins qui était à faire pour nous dans cet événement-là que je parle en particulier. Après, quand ton véhicule est criblé de balles, tu reviens au camp, tu as sorti de ça, tu es encore vivant, il n'y a personne de mort, c'est l'euphorie. Je me suis mis à sauter dans les airs, à taper des mains dans mes chums. J'étais content, heureux. J'ai l'impression que dans ce temps-là, je disais que c'est ça que je voulais vivre, tu sais, parce que je suis sorti de là gagnant. On a eu des blessés, mais pas des blessures suffisantes pour me faire réaliser que... pour me faire réaliser que je ne devrais pas avoir cette réaction-là. Tu sais, on était tous vivants. Et rapidement, ben là, c'est d'autres choses qui embarquent comme émotion. Tu modules ça différemment. Mais tout le long que tu es là-bas, tu es dans un mode où est-ce que... Il y en a qui disaient qu'on avait de l'air des suites à être sous le feu ennemi, qu'on avait de l'air des fantômes. OK. Là, je l'ai discuté un peu plus à m'exprimer, mais c'est ça, qui nous croisait et puis qu'on avait l'impression de ne pas avoir d'âme, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un peu comme ça, tu sais, tu viens qu'à te couper de tes émotions parce que... tes valeurs veut pas challenger à l'intérieur de la nature du travail que tu fais. Tu demandes toujours, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu... ça peut être différentes questions, puis ça dépend de la personne, puis ça dépend comment elle a vécu ça aussi, parce que 2 personnes dans la même opération pourraient te raconter 2 histoires complètement différentes en fonction de leur perception, leur réaction, puis de ce qu'ils ont pu subir. Donc, dans mon cas, ça a été ça. Puis après, c'est les remords, c'est d'autres émotions qui se transforment. Puis il faut que tu essayes aussi de te pardonner d'avoir fait... Il y en a beaucoup qui vivent de la honte aussi, qui ont le post-traumatique. J'ai beaucoup d'amis que j'ai tenté d'aider en étant, mettons, père aidante, puis... tu sais que, mettons, tu réagis, tu es entraîné, là, ça coche, là, pour partir. Tu connais toutes tes drills, tu connais toutes tes affaires, mais la journée que ça explose, mettons, tu figes. Tu es un être humain. La journée que ça explose. Tu le sais pas, puis c'est complètement inconscient comme réaction. Et ça fait puis le partie monde de la a guerre. honte après. Ah, j'ai figé, je suis pas un bon soldat, je suis pas un... Mais tu contrôles pas ça. C'est fight, flight or freeze. C'est ça. C'est ton système de survie. Il y en a un des 3 qui déclenche. Ils nous enseignent pas ça dans l'armée. Ça n'enseigne pas le côté mental. Non. Imagine, Non. pendant 20 ans, tu t'es entraîné à cette situation-là. Tu arrives là, entraîné, surentraîné, confiant en tes moyens, parce que tu as été bon tout le long de ces années-là à l'entraînement. Puis tu arrives, puis ton corps réagit d'une façon dont... T'as jamais eu l'idée qui n'est pas que ça optimale pour l'emploi. La pression de tes pairs, le regard, ce que tu penses de toi. Hein? Et tout ça est un travail, et je salue tous ceux qui ont dû passer au travers de ça. C'est la même chose pour le harcèlement, je te dirais aussi. Là. Tu sais, les harcèlements sexuels et les choses comme ça, je le dirais pas parce que ma job, tu sais. J'ai peur à ma job, je serais pas promue, j'aurais pas telle position. Fait que tu te la fermes, tu sais. Puis là, t'as honte, ben c'est peut-être de ma faute. Tu sais, c'est carrément tout le temps comme ça, là. Fait que il y a beaucoup de
d'éléments qui peuvent faire douter de soi dans tout ce que vous avez vécu qui reste? Parce que là, on parle de choc post-traumatique. Ouais. Je disais, c'est 10% des Canadiens. Je ne sais pas si le chiffre est si bon que ça, mais c'est sur Statistique Canada, c'est 10% des Canadiens ayant vécu une mission qui ont un choc post-traumatique. Toi, tu disais que tu en as un. Oui. Est-ce que tu en as un aussi? Il est différent de celui de Steven, mais oui. Est-ce que ça vient d'une situation de choc post-traumatique ou c'est petit à petit que ça devient? Ça dépend. Ça dépend si t'es traumatisé ou polytraumatisé. Là. Des polytraumatisés, il y en a plus qu'un dans l'armée aussi. Okay. Donc, ça rend plus complexe je vais dire la démarche en psychothérapie, mais ça peut émerger d'un événement, ça peut émerger de plusieurs événements, puis ça peut émerger aussi, puis de plus en plus, on s'en rend compte, de l'harcèlement. Tu sais, quand ça commence au recrue, où est-ce que qu'ils disent que tu es un pas bon et que peu importe, même si tu réussis au-delà des compétences de tes pairs, tu ne réussis pas à rencontrer les critères minimaux, ils te démolissent en dedans. Ils te démolissent et ils te disent à quel point tu n'es pas bon. Parce que, justement, ils veulent faire de toi quelqu'un d'autre. Mais ça fait mal. Ça détruit quelqu'un. Ouais. Ça détruit l'estime de soi. Ça détruit la valorisation. En fait, t'en as pas de valorisation au recrue. Puis j'ai été chanceux, moi, au recrue. Je voulais crisser mon camp après 4 semaines. Et j'en avais plein mon tas. Ça ne rencontrait pas mes valeurs. J'étais quelqu'un de performant. Je me faisais dire que j'étais un pas bon. Puis je mettais tout mon cœur, mon âme là-dedans. Je dormais pratiquement pas pour arriver à atteindre leurs objectifs. À un moment donné, je me souviens, je suis sur une table à pique-nique en arrière de l'école des recrues, puis je pleure, puis je veux juste aller voir ma blonde, tu sais. Puis cet homme-là, c'était un adjudant que j'avais dans ce temps-là. C'était comme un genre un père de famille, mettons, dans une troupe, là. Il vient me voir, puis il dit, il réalise que je suis pas bien, là, que je veux m'en aller. Il dit, je peux comprendre pourquoi tu vis ça. Il dit, parce que je me suis confié sur les valeurs, puis l'impact que ça avait sur moi, le fait de ne pas être bon, tu sais, et de vouloir être bon, de vouloir réussir, puis je réussissais mieux que les autres. Donc, imagine l'incompréhension. Et il m'avait dit, tout ce que tu vis avec nous, c'est scripté. Alors, il considère que tout ça est une pièce de théâtre. On doit le faire, on doit le dire, et essaye de jouer un rôle là-dedans. Essaye de te détacher émotionnellement de cette pièce de théâtre-là. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à progresser. Et tout le long de ma carrière, j'ai essayé de me considérer comme un acteur, peut-être pas étranger à ma carrière d'humoriste aujourd'hui puis d'acteur, mais de me considérer comme si je jouais un rôle à l'intérieur des forces plutôt que d'appartenir à cette organisation-là comme de la chair à canon. Hey, mais tu vis en distorsion cognitive. Oui. Oui, bien, tu te fais une structure de sens, oui. Tu te fais une structure de sens. J'avais justement la personne que je connais qui était dans l'armée. Tu parles de comment ça peut être difficile au niveau des recrues, tout ça. Il m'avait raconté à un moment donné qu'il était parti comme courir un genre de 30-50 km dans une montagne, etc. Il arrive au bout. Puis là, il y a ceux qui les dirigent qui disent « Vous avez fait ça comme des... » Je m'excuse, je vais utiliser un langage grossier, comme des fifs, comme le langage homosexuel et les insultes. Ouais. Là, Qui n'était pas relié aux homosexuels. Du tout, là. C'était juste pour insulter. Et ils ont dit, là, vous allez vous prendre la main, puis vous allez courir un autre 10 km en vous tenant main dans la main. Oh oui. Non, mais C'est très fréquent. Je veux dire, tu viens de faire un genre de 50 km avec du poids sur tes épaules, dans le bois, dans les montagnes, tout ça, fucking difficile. Ah ouais, vous êtes des petites poussies, là. Ils veulent te pousser. Ouais. Ils veulent te pousser à bout pour voir comment tu réagis. Et ils veulent que tu comprennes sont où tes propres limites aussi. Parce que c'est sur le champ de bataille, c'est toi qui es avec tes propres limites. Donc, il faut que tu sois capable d'être capable de mener la mission à l'intérieur de tes limites. C'est pas tout le monde qui est illimité, là. Et j'en ai jamais connu des illimités, en fait. Mais dans le sens que faut que tu prennes connaissance, sont où mes propres limites et où est-ce que je peux les dépasser sans nécessairement perdre le contrôle, puis d'être capable d'en donner un petit peu plus. Et c'est ces méthodes-là qui font qu'on est capable d'en donner plus, même une fois que ton cerveau avait dit « OK, je suis rendu à la fin, là, je vais être capable de m'asseoir. » Non, tu ne t'assois pas, tu repars, tu recommences, tu refais la même chose que tu as fait. C'est un peu cette façon-là de faire qui
t'endoctrine, qui te rend capable à dépasser davantage tes limites. Tu vois ceux qui craquent, puis ceux qui sont capables de supporter plus de pression. Puis c'est pas parce que tu craques que t'es pas bon, là. Ça arrive, tu sais. On est tous des êtres humains, là. Mais et des fois, il t'en passe des bonnes. Tu penses que tu es arrivé au fil d'arrivée, une minute. Ouais. Ou tu penses que tu vas aller te coucher, tu montes ta tente, là, tu sors ton sleeping bag, tu rentres dedans, ça fait 2 minutes que tu es là, puis là, ça recommence. Il y a une explosion, puis tu relèves de là, puis tu t'en vas ailleurs. C'est ça, l'entraînement militaire. Et l'entraînement, dès le départ, peut apporter déjà là des premières blessures qui fragilisent le côté émotionnel puis rationnel pour certaines personnes de ce travail-là. Donc, un événement, plusieurs événements, je pense que quand tu as le diagnostic, c'est la même chose pour les civils. Le PTSD appartient pas à l'armée. Le PTSD, c'est pour n'importe qui a vécu une situation qui, au-delà de 6 mois, reste avec des signes et symptômes qui sont suffisants pour donner un diagnostic de la maladie. On n'est pas différents des gens qui vivent un accident de la route puis sont jamais capables de reprendre le volant puis qu'à tous les nuits, ils doivent dealer avec leur cauchemar. Mais l'important, c'est va chercher de l'aide, réussis à désensibiliser un peu ces triggers-là, ces déclencheurs-là pour être capable d'avoir une vie plus équilibrée puis d'être capable de continuer à faire ta part de citoyen, à apporter quelque chose pour la société. Aujourd'hui, quel impact que le PTSD peut avoir dans ta vie, un coup que ça fait, je sais pas combien ça fait de temps que tu as été diagnostiqué de ça. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que tu repenses à ça tous les jours ou avec une certaine médication, tu réussis? Tu sais, comment que ça se passe? Oui, c'est des déclencheurs souvent qui vont nous ramener dans la maladie, du moins dans certains symptômes de la maladie. Mais encore là, moi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, j'ai désensibilisé plusieurs triggers. Maintenant, je sais quoi faire. Comme là, tantôt, j'ai eu une petite perte de contrôle au niveau de mes émotions, mais mon cerveau est capable d'aller trouver un safe space pour après ça être capable de continuer de fonctionner. Est-ce que ce soir, je vais faire des cauchemars? Probablement. Est-ce que ce soir, je vais continuer à avoir la tête dans ce qu'on a discuté? Oui, mais ça fait partie de la maladie. Puis un coup, tu l'as accepté, puis tu es prêt à travailler avec la maladie, bien, tu as déjà 2 pas en avant. Tu as déjà 2 pas en avant. Oui, parce que c'est rendu ton nouveau normal. Là. C'est ça. Parce que les gens, ils vont dire, ben là, parce que tu as le post-traumatique, mais ça vient aussi avec l'anxiété, ça vient avec des épisodes de dépression, ça vient avec un paquet d'affaires que faut que tu gères ça au jour le jour. Puis il faut que tu t'acceptes comme que t'es, puis que t'es rendu là, puis t'es peut-être moins performant ou t'es peut-être performant différemment. T'es moins performant. T'es moins performant, mais c'est comme la mémoire. Ça affecte, le post-traumatique affecte beaucoup la mémoire, affecte beaucoup la concentration. C'est sûr que tu es tout le temps dans le stress, tu es tout le temps anxieux, tu as de l'hypervigilance, tu fais pas tout le temps perte de confiance envers les gens, les situations, les ci, les ça. Mais quand tu te connais, puis tu connais tes symptômes, puis tu peux être, tu sais. Mais oui, il y a des journées que moi, je me lèverais pas, là, si j'avais pas d'enfant, là. Je suis sûre que si tu n'avais pas un show à faire... Il y a des journées où je me lève pas, mais ça, c'est parce que je suis humoriste. Tu sais, quand j'ai commencé... mais si t'avais pas un show, si c'était un show à aller faire, quoi de même, il y a des journées que je suis sûre que tu te dirais, moi, je me mets souvent un sourire dans la face, puis j'ai pas le goût, là. Ouais. Tu sais, puis je me dis, ben là, il faut... Oui, tu sais, j'ai des... faut que j'y aille, let's go. Oui. Sauf que ce que j'ai décidé de faire dans la vie aujourd'hui, c'est pour justement combler ces besoins-là, tu sais, vivre l'adrénaline. Donc, si j'ai une mauvaise journée, je sais que j'ai un spectacle le soir, bien, je sais que je vais être rempli de quelque chose de positif à la fin de ma journée, ce qui va beaucoup, beaucoup contrebalancer, mettons, des pensées intrusives ou un flashback, tu sais. Ouais. Conjointe, là, quand tu annonces que tu es déployé en Afghanistan, tu t'annonces ça comment? Ça se passe comment? Sont-tu prêts? Bien, moi, mon conjoint, c'est un militaire. Ah, OK. Il est réserviste, mon conjoint. Donc, c'est sûr que ces questions-là deviennent beaucoup plus faciles à discuter. C'est une éventualité à laquelle tu t'attends. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à sortir... On s'est connus en 2009, puis moi, j'ai été déployée en 2010. Fait que c'est sûr que moi, je disais, je vais partir, tu sais, pour 6 mois, plus l'entraînement, ça fait 1 an, qu'on se verra pas tant. Mais, tu sais, on connaît toutes les deux pourquoi on fait ça.
Fait que je sais pas si c'est-tu plus facile qu'avec un conjoint civil, aucune idée. Tu sauras peut-être me le dire. J'ai eu plusieurs conjointes là, au fil de ma carrière militaire. Il y a des femmes de ma vie qui voulaient pas que j'aille dans l'armée. Ça, c'est la première chose. Je me souviens, ma blonde que j'avais juste avant de me rendre aux recrues voulait pas. Puis je comprenais les raisons de sa volonté, mais en même temps... Mes besoins à ce moment-là étaient plus grands. Je suis allé, donc ça a mis fin à la relation. Et ça a été souvent comme ça dans cette carrière-là. Loin des yeux, loin du cœur. C'est pas facile non plus parce qu'on parle de l'entraînement avant, on parle du déploiement, mais le après aussi. Une mission, c'est taxant dans le sens pour une famille. Et puis là, je te parle, moi, je suis un célibataire j'ai pas d'enfant, donc je reviens au pays, j'ai pas d'enfant, j'ai juste une blonde, donc le temps de récupérer et puis d'atténuer beaucoup de symptômes qui appartenaient aux opérations. Des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend 1 an. La première fois, ça m'a pris 6 mois, la deuxième fois, ça m'a pris 1 an. T'es pas la même personne quand tu reviens et ça prend du temps. Donc, ça demande aux familles énormément de patience, ça demande aux conjoints-conjointes une adaptation qui s'apprend pas nulle part. Ça demande d'empathie, ça demande de la compassion, ça demande de comprendre sans comprendre. Tu comprends-tu? C'est comme d'être là sans comprendre pourquoi tout ne fonctionne pas comme avant. Puis en tant que militaire, il faut que tu sois conscient aussi que tu es parti pendant 6 mois, puis ton conjoint, ta conjointe a vécu des affaires, elle. Ouais. Ou il a vécu des affaires pendant ces 6 mois-là qui sont peut-être pas super évidentes non plus, surtout, mettons, il ou elle est resté avec les enfants pendant 6 mois. C'est dur là, quand tu es juste un parent, puis que l'autre est parti, fait que tu gères le stress de l'autre qui est parti, mais le stress du quotidien. Puis là, toi, tu reviens de mission, puis tu fais comme, souvent, moi, ce que j'ai vécu, c'était bien pire. Parce que j'étais sous le feu de l'ennemi, ou j'étais là-bas, tout était à la maison. Mais c'est pas vrai, faut pas que tu vois ça comme ça. Fait que... Parce qu'elle choisit d'être avec toi, puis de vivre quand même cette réalité-là, que ça se peut que tu reviennes pas aussi. Là. Oui, puis il faut que tu reviennes dans l'idée que ta blonde ou ton chum a peut-être rushé aussi pendant ces 6 mois-là, puis lui aussi, il est écœuré, elle aussi, elle est fatiguée. Puis là, tu reviens, puis c'est comme, moi, je finis ma mission, tu sais, je m'allonge les pattes, je regarde la TV, puis... Puis imagine que, comme soldat, tu reviens à la maison, t'es magané, tu vis des choses qui sont difficiles, mais chez vous, c'est difficile aussi. Imagine la complexité du traitement, comment rendre la psychothérapie compliquée quand tu as affaire, en plus de traumatisme, tu as à dealer avec des problèmes situationnels, circonstanciels, qui n'appartiennent pas à l'armée, ça appartient à ta famille, ça peut appartenir à des problèmes de santé mentale qui ont émergé, que tu avais déjà dans ton sang. Tu sais, le parcours de tous et chacun, il est différent. Puis même quand tu sors de façon médicale de l'armée et tu reprends ta vie normale, c'est une autre adaptation et la famille doit s'adapter encore une fois à ces changements-là. Et à l'intérieur de ces hommes, ces femmes-là, il y a plein de besoins. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que c'est évident pour toi que tu es différente quand tu reviens de mission, tu sais? Ouais. Ah oui. Ah ouais. T'es beaucoup dans ta tête. En tout cas, pour moi, Oui. T'es beaucoup dans ta tête, t'aimerais être encore là. Étrangement. Oui. T'aimerais être encore là. Ouais. Oui, parce qu'il y avait l'adrénaline, l'effervescence. Tu peux pas faire autrement que de te sentir vivant. En tout cas, moi, je me sentais vivant énormément en opération. Est-ce que je rêve encore un jour de faire ça? Oui. Est-ce que j'aurais envie de devenir un mercenaire? Oui. Pourquoi je le fais pas? Parce que mes valeurs sont pas là, mais... Il y en a beaucoup qui décident de continuer à servir d'une autre façon pour d'autres factions à travers le monde. Puis le monde des mercenaires est très peu connu, puis c'est normal. Tu sais, ça va... C'est-tu payant être mercenaire? C'est très payant. C'est très payant. Un mercenaire, c'est... Tu veux-tu nous dire c'est quelqu'un quoi? Qui fait la guerre au compte d'une faction pour qui il est rémunéré. Privé. Ou ça peut être aussi gouvernemental? Ça pourrait être gouvernemental d'un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. OK. Ouais. Il y a le film 13 heures.
Je sais pas. Ça, Je le connais. je pense que c'est 13 heures. Vous pourriez voir ça. C'est des mercenaires qui étaient dans l'armée américaine puis qui sont engagés pour protéger des diplomates en Syrie pendant la chute de Kadhafi. Ouais. C'est vraiment bon. En tout cas, vous pourriez aller voir Ben, ça. tu sais, Ça des explique un théâtres peu. comme ça, il y en a plein. Il y en a partout à travers le monde. C'est peu connu, mais c'est un travail qui existe. Donc, quand on finit l'armée, c'est ça qui est difficile pour ceux qui ont servi les armes de combat, c'est que tes compétences civiles n'ont pas d'équivalence. Tu n'iras pas, tu iras pas défoncer des portes chez les gens. Donc, faut que tu te réorientes différemment. Il faut que tu vives avec les conséquences. Ouais. C'est ça. Et il y en a qui font le choix de continuer à vivre ces grandes sensations-là, de continuer à peut-être même accumuler des traumatismes parce que le chemin peut-être de la guérison, c'est pas un chemin qu'ils veulent emprunter pour le moment. Ou c'est juste ce qu'ils sont capables de faire, c'est ça. Ils Aussi, sont pas capables de se reconnaître. c'est pas tout le monde qui ont des traumatismes non plus qui s'en vont comme mercenaires. Il y en a qui ont une bonne santé mentale, qui continuent dans des théâtres d'opérations similaires, mais je le dis, si tu es un jeune et tu as envie de vivre cette expérience-là, joins les Forces armées canadiennes parce que le support que les Forces armées offrent dans un conflit n'a pas d'égal à ce que tu vas trouver, peu importe le contrat avec lequel tu vas signer. Ben, c'était ma question. Comme le taux de suicide est quand même très élevé chez les militaires, c'est-tu du monde qui veulent pas aller chercher de l'aide ou c'est l'aide qui est peut-être pas assez nécessaire? Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup Oui, d'aide. il y en a beaucoup de Mais est-ce disponibles. qu'elle est on point l'aide? Oui. De mieux en mieux. OK. Oui. C'est de mieux en Il y mieux. a beaucoup de soldats qui ne veulent pas demander d'aide. Est-ce qu'il y a des raisons pour Peut-être qu'ils savent pas comment aussi. La honte. Les hommes. Je vais t'en nommer quelques-uns. Aucun rapport. La honte. Pourquoi ils veulent pas consulter? Ils croient pas. Ils croient pas en la thérapie. Il y en a qui... Ils ne croient pas d'être atteints d'une maladie mentale non plus. OK, ouais. L'étiquette dans le front. Les militaires et les vétérans dans la population civile, du moins au Québec, on n'est pas... les gens sont très indifférents comparativement au Canada anglais ou aux États-Unis. Peu informés. Donc, quand tu veux faire un retour à la vie civile et à chaque porte, tu pognes quelqu'un qui, moi, j'aime pas l'armée, ça peut rendre l'intégration dans la vie civile beaucoup plus difficile. Puis, tu sais, je l'ai vécu sur scène à mes débuts dans certaines places où est-ce que on n'a pas envie d'entendre parler d'armée body. Là. On n'aime pas ça, c'est contre nos valeurs. Donc, tu sais, j'avais à combattre ces stéréotypes-là, essayer de leur donner une nouvelle perception de ce qu'est un vétéran. Ça, c'est intéressant, la vision que les Américains ont de l'armée. Tu croises un militaire, tout le monde dit merci, il les remercie. C'est comme bien vu, mais ici, c'est complètement le contraire. C'est quoi qui... Ouais. Ben, complètement le C'est contraire, je sais pas à l'histoire. quel point, mais... Ben oui. Ouais, c'est l'histoire du Québec, premièrement. Là. Les militaires, c'est plus considéré comme le côté anglais, tu sais, Canada anglais du début. Fait que c'est plus bon, là, une t'as la organisme guerre fédéral, entre les donc, tu sais, francophones puis les anglophones qui rentrent là-dedans. Fait que, mais quand tu vas ailleurs qu'au Québec, t'es très bien reçu. Là. OK, Moi, je me OK. promenais en uniforme en Ontario, là, tu te fais payer un café, là. OK, Le monde OK. vient de te voir, merci pour ton service. respect Puis, qui- oui, Sauf Ottawa, il y en a 25 000 dans la oui, ville. là. oui. Mais t'arrêtes dans un service center, là, c'est à 401, là, puis t'es en uniforme, là, c'est sûr que tu te Ouais. fais payer un café. Ah, j'en ai eu Ouais. des privilèges en uniforme. J'ai piloté un Hercule, j'ai atterri. J'ai pas atterri, mais je me suis fait offrir d'aller dans une cabine d'avion civil pour atterrir l'avion. Donc, il y a beaucoup de... Tu sais, les gens sont sensibles à ça, puis ils veulent comme vraiment te supporter et ça te donne des opportunités incroyables. Des fois, des cafés gratuits. Oui, C'est- oui, des merci, des... moi, ça m'arrive C'est ça souvent, qui là. est cool, puis qui est valorisant. Puis quand tu quittes les forces, ben ça te manque énormément. Tu sais, cette reconnaissance-là d'être quelqu'un, Oui. ben aujourd'hui, il faut que tu te redéfinisses vraiment. Puis c'est là où est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont plus de difficultés à se Ouais. redéfinir parce que ben, ils n'ont peut-être pas toutes les compétences ou peut-être pas le coffre à outils adéquat pour tu sais, réintégrer la population civile, puis de refaire une nouvelle identité, d'avoir une valeur pour la société qui est suffisante pour être reconnue. Exact. Cette Un fameuse deuil. transition-là, là, C'est un deuil. la transition de militaire à civil, c'est une des affaires la plus difficile, je pense, à faire. Puis l'armée a pris longtemps avant de catcher ça.
Parce que on n'était pas, tu sais, on disait tantôt, là, tu disais on te déconstruit, puis on te reconstruit, puis il faut que tu sois conforme. Mais quand tu sors, là, c'est parce qu'ils t'apprennent pas à te reconstruire comme tu étais, tu sais, ou semblable à... Fait que tu es tout le temps dans le même moule, tu es tout le temps, je suis encore un soldat. Tu sais, tu es tout le temps comme... Quand tu as fait 25, tu as fait 20? 20, 24, tu sais, je veux dire, tu as passé ta vie là-dedans, là. Fait que ta façon de penser... Tu as passé le pic de ta vie, où est-ce que tu étais le plus performant de ta vie? À faire ça. À faire ça. Donc, imagine quand tu as recommencé une vie, mais là, tu as un corps qui est magané, tu as un cerveau qui est atteint. T'es tout seul chez vous. Puis tu es laissé à toi-même. Comme tu l'as dit, l'armée donne une direction, offre un cadre. Et ce cadre-là, pour plusieurs personnes qui ont joint les forces, était nécessaire pour fonctionner en société. Imagine, tu es remis sur le marché du travail, puis tu te dis, débrouille-toi, mon chum. Là, tu n'es plus fonctionnel, là. Tu sais, t'es pas... Comment tu l'as vécu, ça, toi? Ben, c'est difficile parce que dans l'armée, t'as tout. Tu sais, t'es habillé, t'as besoin de lunettes, let's go, on t'es payé. T'as pas besoin tu t'en vas à l'hôpital de la base si tu files pas, tes prescriptions sont prises en charge. T'as pas besoin de penser à ces choses-là. Là, tu sors de l'armée, ça te prend un médecin civil. Là, tu retournes sur l'assurance maladie. Là, il faut que tu fasses les affaires comme monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais pas comment ça marche. Et t'as pas de passe-droit. Tu fais la file comme tout le monde. Exact. Tu sais, dans l'armée, il y a des privilèges. Ça en fait partie des privilèges. Le système de santé il est là pour toi. Tu as besoin de médicaments. C'est instantané. Tu n'attends pas 3 jours. Là, à peu, on va compter vos pilules, M. Bilodeau. Non, tu le reçois là. Tu n'as pas à payer pour. Donc, ça vient avec des privilèges. Donc, ce que tu as pris pour acquis, il faut que tu le déconstruis et que tu te refasses une vie comme on avait appris quand on était jeune adulte avant de rentrer. Exact. Par contre, quand vous êtes sorti médical post-traumatique, vous êtes retraité, est-ce qu'ils continuent de s'occuper de vous? Oui. OK, c'est ça. Les programmes sont extraordinaires. Oui. OK, je veux juste extraordinaire. Puis je mets au défi les gens qui vont m'écouter, qui ne trouvent pas les services, de me contacter et on va faire en sorte de les rediriger vers la bonne place. Les services, il y en a beaucoup. Ils se dédoublent en fonction des provinces, en fonction si c'est fédéral, provincial. Tu es en Ontario, tu es au Québec ou partout au Canada. On a l'opportunité, ça c'est des fantômes, on a l'opportunité de te diriger à la bonne place. On a une fondation, la Fondation Le Balancier, qui s'occupe aussi d'éclairer éclairer les services pour certains qui auraient plus de difficultés à les trouver ou du moins à accéder au programme. Oui, accéder au programme, c'est ça. Il y a tellement de programmes, puis il y a tellement de façon de faire que des fois, tu le sais juste pas. Quand tu sors, fait que c'est le fun d'avoir une organisation qui va te dire, ben gars, viens, je vais te diriger, tu sais. Puis l'organisation de Balancier aide aussi à sortir de l'isolement. Fait qu'on crée des activités pour les gens. Tu veux faire du bénévolat, il y a des ressources. Ouais. Tu sais, on veut justement aller chercher la personne qui est dans le fond de la cave puis qui veut plus, là. Il y a de la place encore pour toi là, dans le civil. Si ta blessure est reliée aux forces, si ta blessure est reliée au service. Si ta blessure n'est pas reliée au service, tu as fait du ski alpin et c'est ça qui a causé ton invalidité, l'État n'est pas responsable de ta blessure hors service. Tu comprends? Donc, il est là la complexité des fois d'accéder aux soins, c'est que ça prend du temps à valider le lien avec le service. Oui, c'est dire c'est là que vient ma blessure, c'est là que mon problème de dos il vient. Et voilà. Mon acouphène vient. Sauf que la loi est bien écrite parce qu'il donne le bénéfice du doute. Donc, s'ils ne sont pas capables de prouver que ce n'est pas relié au service, le bénéfice du doute va aux membres et le service va être rendu. Est-ce que l'entraide entre les forces de l'ordre, militaires sont... Il y en a beaucoup parce que, tu sais, on dirait qu'il y a peut-être des militaires qui ne voudraient pas aller accéder à ces centres d'aide-là en se disant, ben la psychologue qui est là, elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Ça arrive mais souvent. à parler avec quelqu'un comme Steven ou comme toi, ben est-ce que vous vous entraidez beaucoup ou c'est quand même difficile? Non, on s'entraide beaucoup. Oui. Okay. Je sais pour ma part, là, au Québec, là, surtout dans la région de Québec, parce qu'il y a énormément de militaires à cause de la base de Valcartier, là, il y a beaucoup de regroupements, il y a beaucoup... Les Canadiens français s'organisent très bien et sont là pour leur... Ceux qui s'en sortent mieux et ceux qui communiquent mieux vont porter la communauté et à l'intérieur de la communauté, il y a beaucoup d'éléments de gens qui veulent foncièrement continuer à servir auprès des hommes et des femmes de leur communauté. Exact.
Exact. Mais C'est comme une l'armée initiative devient de mieux en citoyenne mieux, là. pour des besoins qui sont particuliers. Puis ça prend une approche particulière. Puis souvent, je vais dire aux gens qui se découragent en psychothérapie, puis il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, j'ai essayé ça, la psychothérapie, ça n'a pas marché pour moi. Bien, ça n'a pas marché, peut-être que tu n'avais pas la bonne personne. Tu l'as nommé tantôt. J'ai changé de thérapeute souvent pour trouver la bonne personne pour moi. Et quand tu as trouvé la bonne personne, c'est là, c'est comme un ami, tu vas être capable de t'ouvrir, tu vas être capable d'aller où est-ce que ça fait mal. Puis il faut être prêt aussi à souffrir pour désensibiliser ces émotions-là qui ont été refoulées pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Puis ça, c'est important ce que tu dis. Puis c'est pas juste pour des militaires, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Tu t'assois devant une psychologue, quelqu'un en relation d'aide, peu importe, puis tu le files pas. Perds pas ton temps. Change tout de suite. Ben oui. Puis c'est comme... Ils prendront pas ça mal. Ben non, puis ils le prendront pas mal. Puis en même temps, c'est comme si tu vas en date avec quelqu'un, puis ça clique pas. Pourquoi tu le forces? Tu le forces pas. Exact. C'est fini. On passe à la prochaine personne. Oui. La psychothérapie, c'est la même chose, puis c'est prouvé. Peu importe l'approche de la personne, son titre, whatever, c'est le lien de confiance qui fait qu'une thérapie fonctionne. Et il y a C'est plusieurs au-delà formes. de tout. Oui. Il y a plusieurs formes de psychothérapie. Oui. Il n'y en a pas Oui. une seule. C'est pas j'ai été en psychothérapie. Non, un petit peu. Il y a plusieurs avenues, Forme plusieurs approches. d'accompagnement. Exactement. Exact. Ouais. Donc, perdez pas espoir. Si continuez, c'est possible d'atténuer des souffrances. L'armée est plus ouverte aussi aux techniques moins conventionnelles, là, tu sais, parce qu'avant, c'était juste psychothérapie, psychiatre. Tu avais droit juste à ça, là. À cette heure, travailleur social, si tu veux aller faire des thérapies EMDR, si tu veux aller... Les simulateurs, ils ont plein... Oui, les oui. Américains Là, ont ça, c'est développé accepté maintenant, des très, très bons programmes. Puis Oui. les Canadiens, maintenant, sont rendus très, très bons avec leurs soldats. Tu sais, on est rendu avec beaucoup d'expertise. Il manque encore de ressources, bien entendu, là, comme dans n'importe quel système de santé. Mais je vous garantis que les services sont là chez Anciens Combattants Canada. Et de plus en plus, il y a plusieurs cellules qui dirigent ceux qui ont plus de difficultés à accéder aux services vers les bonnes places. C'est pas évident administrativement, parce qu'ancien combattant, c'est une grosse machine. Oui, c'est long. Ça marche tout avec la bureaucratie puis de la paperasse. Puis souvent, quand tu es affecté par de l'anxiété ou un post-traumatique, c'est très difficile Tu vas de faire comme une gérer ta montagne. paperasse puis de remplir ces choses-là. Moi, j'aide beaucoup les vétérans. Là. Je fais ça avec la Légion de Valleyfield. Quelqu'un qui a de la misère avec ses dossiers anciens combattants, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait les miens. Après ça, j'ai aidé du monde. Puis là, ben, je vous mets au défi. Là. S'il y en a qui disent, moi, mon dossier n'a jamais été processé ou j'ai eu tellement de refus, puis tout ça, regarde, contacte-moi, je vais t'aider. Parce qu'il y a une façon de le faire. On a plein de bénévoles dans la communauté Ouais. qui sont là pour aiguiller ceux-là qui ont plus de difficultés On fait ça à gratuit. trouver. Mais les Légions est un très bon point de contact. Tranquillement, les Légions semblent vouloir se transformer pour offrir des services Oui. à la nouvelle génération de vétérans. Donc, n'ayez pas peur d'approcher votre président de Légion puis de demander s'il y a des services. Exact. C'est important, oui. Oui. Après la retraite, c'est quoi votre plus grand défi aujourd'hui dans votre vie, peu importe, pas militaire ou votre... Wow. Moi, je te dirais que ça serait... Tu sais, c'est parce que t'es tellement tout le temps sur l'adrénaline, on dirait, quand t'es dans l'armée, parce que tu fais des affaires cool, tu sais, des affaires... Puis là, t'arrives dans ta vie civile après, puis tu fais comme... Ah, c'est plate. C'est de pas sombrer dans le « Ah, ma vie est rendue plate, puis là, je sais plus quoi faire, puis c'était donc mieux avant. » Puis faut vraiment que tu développes des passions. Quand tu fais ta transition, là, que ce soit médical ou pas, si tu veux pas mourir Faut que dans le t'apprennes lit à te chez connaître vous, aussi. faut que tu fasses de l'introspection. Là, OK, mais je suis rendu qui maintenant? J'ai plus l'uniforme sur le dos, je suis rendu qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, C'est une rupture. C'est comme quand tu fais une rupture Carrément. amoureuse, tu as eu une Carrément. personne dans ta vie pendant tellement longtemps, tu te laisses. Il faut que tu te redéfinisses. Tu sais, c'est comme, je suis qui, moi, sans cette personne-là, sans ce titre-là. Puis il Il y en a pour- faut que tu te forces à sortir pour faire des choses, puis essayer des choses, puis c'est pas facile. C'est vraiment... C'est bien plus facile de rester chez eux à te morfondre, là, puis à ressasser. Mais là, faut que tu te prennes... c'est ça, la psychothérapie aide à faire ça. Les pères aidants aident à faire ça. Le regroupement, le balancier, tu sais... On fait ça. On essaie de redonner un peu espoir aux gens que tu peux avoir une petite belle vie, même si tu fonctionnes plus exactement comme avant, tu sais. Dans mon cas, moi, je cherchais l'adrénaline. C'est sûr que je savais que ça allait causer un grand vide. J'ai eu le deuil d'athlète professionnel. En 2015, quand j'ai mis fin à cette carrière-là, quand le directeur général m'a rencontré et qui a dit « Tu commences à être trop vieux.
Et il avait raison. Tu sais, les jeunes poussaient, étaient plus grands, étaient plus forts, étaient plus vite. Tu te rends à l'évidence que, bon, c'est le temps de passer à autre chose. Ça m'a fait un grand vide que j'ai compensé beaucoup en retournant jouer au hockey puis en faisant de l'armée. Mais quand l'armée était sortie de ma vie, je savais très bien qu'il fallait que, dans mon cas, je sois capable de ressentir encore. J'étais un peu déconnecté de mes émotions, donc je voulais vivre des choses intenses. De là, les arts de la scène, pour moi, étaient évidents. De toute façon, dans l'armée, j'étais un clown pendant 20 ans, donc pour moi, c'était naturel de tenter de faire le métier d'humoriste pour aller chercher, vivre des grandes émotions, me sentir en danger sans être en danger de façon à mon intégrité physique, mais de vivre une intensité qui allait me permettre de me sentir vivant. C'était vraiment ça, le choix de faire de la scène. Et je vous confirme que j'ai très, très bien choisi. Là. Même si le grand défi, tu parlais de grand défi, c'est la douleur physique dans mon cas. Mon corps est invalide. J'ai des grosses blessures. Et si j'ai beaucoup de stress, dans des périodes de stress, mon corps fait encore plus mal. Parce que le cerveau fonctionne avec les douleurs physiques. Donc, moi, c'est toujours de la gestion des douleurs physiques, de l'énergie. Comme ce soir, je monte sur scène comme tête d'affiche à Varennes et je dois gérer mes énergies pour arriver à donner une performance professionnelle quand je vais monter sur scène. Donc, la gestion de mon énergie, puis pour plusieurs vétérans, c'est la même chose. Oui, gestion de l'énergie, ça, c'est clair. C'est clair. Parce que tu n'as plus les mêmes capacités. Moi, c'est mes 3 enfants, là, mais je sais qu'il faut que je me repose dans le jour parce que quand ils vont revenir de l'école, ben il faut que je sois présente puis que je sois là. Ça m'a amené à quitter la boisson complètement parce qu'il y a beaucoup de vétérans qui ont tendance à tomber dans l'alcool parce que tu veux cacher des choses, Moi, ça a rendu un problème. À un moment donné, j'ai complètement décidé d'arrêter de boire il y a 1 an et quelques. Okay. Puis, mais ça a pris ça a été difficile. Elle a commencé à sniffer. Oui, je sniffe à la place. Non, c'est vrai. Mais, je veux dire que le cannabis médical aide beaucoup. Oui, ça l'aide à gérer. Oui, parce qu'à un moment donné, des pilules, tu es tanné d'en prendre aussi. Ouais. Ça a un effet négatif sur les reins. Moi, ça a été une des raisons pourquoi que j'ai demandé du cannabis médical, parce que, justement, la médication que j'avais chimique n'était pas bonne sur mes reins. Mes reins se dégénéraient beaucoup trop rapidement. Je ne l'ai pas tombé en dialyse. Donc, pour moi, ça a été une solution, le cannabis médical. Mais c'est exemple, un podcast là-dessus. On parlerait de support tantôt. Bien, on est très bien supporté. Oh oui. De cette façon-là, qui est une nouvelle façon de faire au Canada, de traiter des blessures avec du cannabis. Et c'est loin de ressembler à ce que les gens trouvent à la SQDC. Là. C'est quelque chose de... Non, c'est un grade médical. Là. C'est ça. C'est ça coche. Ben, c'est pas plus fort, mais c'est la meilleure qualité. Et il y a des molécules qui sont séparées aussi pour convenir peut-être, potentiellement, puis hypothétiquement, parce que chaque personne réagit différemment à un produit ou à un autre. C'est-tu Sativa, c'est-tu Indica, c'est-tu du CBD? Il y a tellement... Cette industrie-là est après se développer et on est des cobayes, veut pas, au travers de ça. C'est flambant neuf comme méthode. Fait que... C'est vu négativement un peu aussi, là, de la part de la population. C'est vu négativement parce que là, la recherche et développement a coûté très, très cher pour le coût du cannabis médical, mais quand tu vas faire la comparaison avec ce que ça coûtait, exemple, les pilules chimiques, en pharmacie, on peut voir un comparable et éventuellement l'industrie du cannabis médical va se régulariser, les prix vont être moins élevés. Quand c'est bien pris avec un bon protocole qui est géré par rapport puis suivi, ça fonctionne très bien. Parce que ça reste un dépresseur. Ceux qui ont une prédisposition à la dépression, le cannabis peut te plonger dans plus profondément. Donc, le bon médicament pour la bonne personne, c'est vraiment ça. Mais pour moi, ça a été une façon. Puis encore là, c'est supporté par les anciens combattants. Donc, comme ta médication chimique peut ou va l'être. Là. Quand vous étiez en déploiement, est-ce qu'il y a des soldats qui consommaient des drogues? Oui. Sûrement, mais il faut pas que tu te fasses pogner. Oui. OK. Genre, vous achetiez ça là-bas? Ben, vous n'avez pas pire d'un champ. OK, moi, c'est ça, l'opium que vous deviez prendre, mettons. Le cannabis. Le cannabis, OK. Ouais. Parce que je sais qu'en Afghanistan, c'est un grand producteur d'opium. Oui. Puis je pense qu'il y a certains... En tout cas, j'avais entendu ça plus de connaissance ni même entendu qu'un soldat canadien avait consommé de l'opium. C'est dans un reportage américain que j'avais entendu ça. Fait que je me disais, si vous étiez déployé là-bas, peut-être qu'il y avait ça. OK, cannabis. Puis est-ce que l'alcool, c'est-tu des bases? Cannabis, tu sais, du hashish, c'est la concentration de fleurs. Là. OK. Sous toutes ses formes, parce que les Afghans, la chic,
pour avoir toujours un genre de petit buzz. Là. Ouais. Puis est-ce que l'alcool était permis sur les bases en Afghanistan? Non. Pas tous les métiers, pas toutes les opérations et un maximum de 2. OK. Déterminé par le commandant. Ça dépend où, là. Je Ouais. sais que moi, mes 2 missions, c'était 0 alcool, mais qu'il y en a eu, mettons, à Noël. Tu sais, si tu passes Noël Ça, en On mission, en avait 2. ouais, puis il fallait que tu signes sur un C'est ça. papier, là, OK. que tu avais Mais pris si tes t'étais 2 en bières. là. opération, t'avais pas le droit de boire. Non. 0. OK. Et si t'étais on call, mais t'étais pas en opération, c'était dry aussi. Ça a été probablement la meilleure chose que l'armée a fait, de se débarrasser de l'alcool, ou du moins en avoir un usage très, très restrictif. Certainement. Oui. Mais à d'autres époques, comme la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus de vin distribué que d'eau. Eh Parce boy. que, Si j'avais vécu la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que j'aurais aimé ça être sur le vin à tous les ben jours. c'est ça. Ben Genre tenir 3 semaines d'une tranchée à moins 10 C'est à épouvantable. attendre. C'est Tu épouvantable. déconnectes en quelque part. C'est ça. Puis il n'y avait pas toutes les drogues et les médicaments qu'on connaît aujourd'hui. Fait que certainement que c'était la façon aussi de les garder. Le PTSD n'était même pas reconnu là, dans le temps de la... Ça a C'est commencé ça, shock shell, la hein? Deuxième C'est Guerre. un Le shock shell. shell shock. Il appelait ça Shell le Soldier's Heart ou je sais pas trop quoi, Ouais. le Ah oui? PTSD, ouais. Ouais. Je l'ai lu un article là-dessus tantôt. OK. Mais je pense que quand je suis rentré au recrue, on parlait On parlait de de ça. shell shock, Ouais. ouais. Et tu as vu que ça a fait du chemin depuis. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de ça du Parce tout. qu'ils là. comprenaient pas pourquoi les soldats tombaient, puis ils n'étaient pas Névrose de blessés guerre. physiquement, tu sais. Névrose C'était- de guerre, C'est qui ça. appelait ça. Ouais. Ça Soldier's a pris Heart. du temps avant que ça... Ouais. Mais tu sais, le PTSD a vraiment pris une place importante puis reconnue grâce au général Dallaire, Entre autres. entre Qui autres. a été le pionnier de Oui. l'affirmation de sa maladie Oui. et tu sais, le Rwanda, c'est son histoire, mais il est un ambassadeur pour Il la est un santé mentale au ouais, sein des Forces armées vraiment. canadiennes et définitivement un pionnier de la démocratisation de la santé mentale. Ben, c'est ça fait longtemps que c'est connu. là. J'écoutais des reportages sur la Première Guerre mondiale où ils montrent à la caméra du monde qui ont été sous le feu d'obus puis qui sont Ben oui. de même traumatisés. Ouais. Puis peu importe où ils leur montraient un casque de l'ennemi, puis tout de suite, ils deviennent en choc. Ouais. Tout de suite, fait que, tu sais, ça fait longtemps que c'est connu, c'est étudié, mais ça fait pas longtemps que c'est démocratisé. tu sais. Ouais. C'est ça. Pour le mieux. Ouais, le mieux. certainement. Ben oui. Puis quel progrès qu'il y aurait à faire, selon vous? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? En fait, c'est une pleine prise en charge, je pense, une fois sorti. Il y en a beaucoup qui auraient besoin d'une pleine prise en charge, comme s'ils étaient encore à l'intérieur de l'armée. Je verrais une institution un peu similaire à celle-là de l'armée en transition, où est-ce que tu continues à être payé et tu dois faire toutes tes démarches pour arriver à avoir recours à tes Mais ça soins s'en et tes vient, services. ça s'en vient. Oui. Depuis qu'ils ont Mais- créé le centre de transition, bientôt, tous les gens qui sortent de l'armée, peu importe si c'est médical ou pas, tu dois passer Passage par... obligé. Mais le je te centre parle de même transition. jusqu'à l'hébergement. Oui. J'irais jusque-là. Ouais. OK. Et je pense que ça pourrait coûter moins cher à l'État aussi d'encadrer certains hommes puis femmes parce que, tu sais, on parle de PTSD, mais on parle aussi de continuum au niveau de la gravité de la santé mentale. Tu sais, on en a qui sont schizophrènes aujourd'hui, que ça a été développé avec des problèmes de santé mentale. Tu sais, tu parlais tantôt de déconnexion. Distorsion cognitive. Distorsion cognitive. Il y en a énormément. Il y en a que c'est de la paranoïa. Il y en a que... Et ça, c'est pas obvious, ça se voit pas délibérément. Tu sais, souvent, au travers de plusieurs rencontres, que tu es capable de voir ça, ou une certaine amitié. Mais ça fait partie des dommages collatéraux de ces problèmes de santé mentale-là. Donc, je pense qu'un meilleur encadrement pourrait être de mise, du moins un accompagnement et un accompagnement bienveillant parce que souvent, tu ne veux pas appartenir à une autre organisation qui va te contrôler parce que cette organisation-là te fait du mal. À tort ou à travers, mais c'est plus difficile de suivre une direction quand tu as enfin atteint une forme de liberté. Tu sais? Ouais. Mais la liberté, tu ne l'auras pas si tu n'es pas bien. Et de là, le taux de suicide élevé. C'est souvent de suicide, des le taux de grands divorce, inconforts le taux et de- des vides Ouais. qui amènent les hommes et les femmes à y penser ou à passer à l'acte. Marie-Noël, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen Qu'est-ce qui long s'en vient terme? Pour moi, à moyen long terme, je suis en train de travailler sur un projet pour aider les vétérans, mais je
je peux pas donner encore la nature de. Je le sais. Oui, j'y ai dit tantôt, mais c'est parce que j'y fais confiance qu'il va aller faire une joke là-dessus. Il l'a sur scène, signé en fait. secret. Ouais, j'y ai dit, si tu le dis, je te tue. OK. Ouais. Fait que je suis en train de travailler là-dessus un peu. Moi, ça fait quand même juste 3 ans que j'ai pris ma retraite. Fait que moi, j'étais encore sur un programme de réadaptation. Donc, l'ancien combattant, puis la Croix-Bleue là, me suit encore beaucoup là, pour que je m'enligne comme il faut dans ma transition. Là. Donc, je suis encore un peu là-dessus. Fait qu'il faut que je me retienne de ne pas faire des gros projets parce que il faut que je travaille beaucoup sur toi. Faut que je prenne le temps. Tu sais, dans l'armée, c'est la mission, mes hommes, puis moi-même. C'est tout le temps comme ça, les priorités. Mais là, quand tu sors de l'armée, il faut que tu deviennes ta priorité. Puis c'est extrêmement difficile à faire quand tu n'as jamais vraiment pris soin de toi. Fait que ça s'apprend. Il faut que tu apprennes ça. Moi, je suis en train d'apprendre ça. Je suis en train d'apprendre ça. À prendre soin de moi. De toute ta vie adulte, tu n'as pas appris à prendre soin de toi? Non. Si. Non. Ouais. T'as-tu appris à prendre soin de toi, Frank? Ouais, très jeune. Ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que dans la même année, moi, j'ai fait beaucoup d'immobilier. Puis dans la même année, j'ai eu 2 projets qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des grosses pertes financières et je me suis divorcé. Puis c'est mon ex qui supportait aussi beaucoup de mes projets. Fait que je me suis ramassé avec des grosses dettes financières. Puis je me suis ramassé à me dire pourquoi tous ces échecs-là dans la même année. C'est moi le problème, c'est pas personne d'autre. C'est moi qui a engendré cette relation-là. C'est moi qui a engendré ces projets-là. Fait que je me suis dit c'est moi le problème. Fait que je me suis pris un coach en développement personnel. Puis à chaque mois, on se rencontrait pour m'aider à évoluer, m'aider à trouver c'était quoi mes problèmes, mes problèmes. Puis on a évolué à partir de ça. Puis j'ai fait du progrès avec ça. Fait que j'ai travaillé dans développement personnel pendant des années. Puis ça m'a aidé. J'ai aussi consulté des psychologues, j'ai consulté des psychothérapeutes seul en couple dès l'âge de 22 ans. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, je le fais plus vraiment. J'en ai pas mal moins de besoin parce que j'ai ce bagage-là. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est de rester constant là-dedans. Ouais. Je suis beaucoup moins constant. J'en fais beaucoup moins. Mais j'ai cet équilibre-là quand même qui m'aide à... Tu sais, je le sais. Mais jamais que je pourrais dire que j'en aurais pas encore de besoin. J'en ai encore de besoin, mais beaucoup moins. Puis tu sais, j'ai une vie quand même... Je me sens très privilégié, béni de la vie que j'ai. Avec tous les projets, ça fonctionne. Je fais des belles rencontres. Je suis à l'aise dans tout. Je suis en santé. Fait que rendu là, je suis vraiment privilégié. Ouais. Toi, tu as l'air bienveillante envers toi-même. Ça vient de où? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été naturellement porté à vouloir s'améliorer constamment. Le développement personnel, je lis des livres de ça depuis que j'ai littéralement 17 ans, 16 ans. J'ai toujours été appelée à ça. Maintenant, je travaille dans ça, tu sais, en sexologie. J'ai souvent fait, je vais faire de la consultation, etc. Je trouve ça juste important. Ça fait partie de mes valeurs. Growth, le grandir, évoluer, ça fait partie de mes valeurs. Je trouve ça ultra important. On change, tu sais, avec toutes les expériences qu'on accumule dans la vie, on est des personnes qui sont en changement constant. Moi, je vois 2 psychologues en ce moment. Parce que j'en ai un que ça fait des années que je vois, que je trouve que c'est important parce qu'il me connaît très bien, etc. Mais j'en avais besoin comme d'un petit kick, une petite affaire de nouveau. Mm-hmm. Fait qu'on est dans une approche complètement différente, puis ça me fait travailler quelque chose de complètement différent aussi. Je veux dire, je trouve ça juste important de toujours viser la meilleure version de soi. Mm-hmm. Alors, voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'en vient pour Steven à moyen long terme? Comédien, humoriste? Ouais, Steven, ça va bien, ces trucs. Ça va vraiment bien. Si les gens veulent me voir en spectacle, stevenbilodeau.com. Mais sinon, je suis en première partie du spectacle d'Olivier Martineau, Mathieu Cyr. Je fais la tournée avant la fin du monde. Les billets avant la fin du monde.ca. Donc, si les gens veulent me découvrir, je suis un produit du Gong Show. En fait, j'ai été connu de la série web Le Gong Show. Et puis, de là, on m'a donné ma chance à Juste pour rire. Ça a très bien été. Je t'ai parlé off-cam aussi de mon Soundcheck podcast qui continue à se développer, qui continue à avoir de la demande. Donc, je continue à produire des émissions. Mais en même temps, à la hauteur des engagements que j'ai pris, parce que je suis à la radio commerciale. Je suis au 104.7 FM dans la région
de l'Outaouais, qui est une station de Cogeco. Donc, plusieurs projets. Je fais beaucoup de choses, j'essaye beaucoup de choses, mais l'objectif est de continuer à produire mon spectacle solo qui s'appelle « L'heure de la retraite a sonné ». On continue à faire ça et on devrait faire une sortie publique peut-être en 2024, 2025 pour la sortie officielle de ce spectacle-là qui risque fort probablement de s'appeler G.I. Joe, qu'est-ce que c'est je ne sais pas si on va avoir le style, mais du moins, il va y avoir G.I. Joe. C'est un peu ma joke de présentation. Je suis un vétéran des Forces armées canadiennes, mais aussi un humoriste professionnel. Donc, si tu suis, Frank, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joe, qu'est-ce que j'espère que tu l'aimais, c'est ma meilleure. C'est pas mal ça. Non, mais c'est une belle carrière, c'est le fun. Je vis des choses extraordinaires, mais je suis déséquilibré dans tout ça parce que je veux en faire le plus possible, parce que ça m'apporte tellement, mais en même temps, ça apporte une fatigue psychologique parce que c'est un métier qui est qui a énormément il y a beaucoup d'appels, peu d'élus, donc il faut toujours être pertinent, il faut toujours créer du contenu que les gens vont apprécier, il faut se diversifier, parce que je pense qu'être humoriste aujourd'hui, c'est être en partie diversifié, à moins que tu sois quelqu'un comme Simon Leblanc qui va vivre de tournée probablement toute sa vie. Je pense que certains autres humoristes doivent se diversifier du moins pour émerger, puis après ça, une fois connu, tu choisis les projets que tu veux. Et dans mon cas, le développement se fait vraiment bien. Je me sens tellement chanceux de faire ce métier-là et d'être rendu à un point où est-ce que je me valorise comme ça, j'ai l'estime de moi, je me considère comme un humoriste, j'ai plus le syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur. Et je suis bien, j'aime cette communauté-là qui n'est pas nécessairement des fois très, très facile. Ouais. Il y a beaucoup il y a de l'envie, de la jalousie. On est beaucoup d'humoristes qui veulent se produire au Québec. Donc, il faut avoir sa couleur, son odeur, faut se démarquer. Puis je pense que je le fais à ma façon. Puis j'invite les gens à venir me découvrir, ceux qui ne me connaissent pas comme humoriste. Mais sinon, les gags juste pour rire, j'ai été comédien pour les gags. J'ai hâte que les gens voient si le produit a été vendu à l'international aussi. Nice. Est-ce que tu apportes ton expérience puis ton histoire militaire ou tu essaies de faire une séparation dans ton humour? Je dois en mettre plus. Au début, ça dépend où est-ce que je jouais. Il y en a qui voulaient l'entendre, cette ADN-là particulière, puis il y en a d'autres qui étaient complètement fermés, beaucoup à Montréal. Je vois que l'opinion publique, pour le vétéran que tu connais pas, mettons pour l'aspect militaire vétéran, il y avait une indifférence, OK? Puis c'est pas là que j'allais me démarquer, mais j'allais me démarquer davantage par mon efficacité comique. Ça, c'est correct, mais c'était quand même un défi de taille de devenir une personnalité publique quand tu fais un travail comme celui-là, ou celui de politicien, ou celui de policier. C'est tous des métiers qui sont polarisants. Moi, je les ai à peu près toutes faites, là, mais écoute, je souhaite juste que ça continue à bien aller, puis je continue à développer des belles relations, puis le moins de beef possible au travers de cette carrière-là, qui est des fois teintée de difficultés ou je vais dire de défis, de problèmes. C'est un art, donc il n'y a rien de parfait. C'est du essai-erreur, puis... tu essaies de naviguer avec une santé mentale correcte là-dedans. Mais le défi, c'est de ne pas arriver toujours à... là, il faut que je prenne une pause parce que je me suis poussé à bout, je suis allé trop au-delà de mes limites. Maintenant, j'ai un bon baromètre, là, mais c'était souvent ça. J'allais au-delà de mes limites. Il fallait que je prenne 2 pas de recul pour réavancer. Mais je pense que ce défi-là va être là constamment. Mais encore là, j'ai accepté la maladie, j'ai accepté de vivre avec ces symptômes-là, puis je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai. Je pense que tu le dis, le mot acceptation, c'est le plus gros progrès à faire. Puis tu l'as dit toi aussi. Je ne sais pas si tu t'es entendu, mais tu l'as dit. Tu as accepté que c'était de ta faute. Les gens qui vont dire ça publiquement, qui vont accepter de prendre une part de leur de faute, de responsabilité, sont très peu et c'est eux qui sont en voie de guérison. Exactement. Mot de la fin, Anne-Ma? Un gros merci. On a vraiment... ça a vraiment été enrichissant comme conversation. T'sais, c'est tellement un domaine dont on parle peu, justement, peut-être dû à l'histoire. Au Québec, on met peut-être ça un peu moins de l'avant, mais ça a été vraiment agréable comme conversation. Merci de vous être ouvert sur le sujet, puis peut-être d'avoir revisité des choses qui
étaient plus sensibles. T'es encore sensible. Merci Ouais. beaucoup. Steven, Marie-Noël, merci beaucoup pour votre partage. Ça a été vraiment inspirant et touchant. J'espère qu'à la maison, vous avez aimé ça. Si vous vous sentez interpellé, civil ou militaire, on va laisser les liens en bas. Vous pourriez nous envoyer les liens là, pour amener l'aide à ceux qui en ont besoin, peu importe. J'espère que ça vous a aidé. Aussi, merci d'avoir été là. On s'en va sur Patreon pour un 20-25 minutes. Venez nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. J'ai de la misère à avoir mon power. Ça a été très émotif. Oui, merci à Pizza Salvatore. La meilleure pizza au Québec. Je vais avoir mon 2000 $. Avec le code promo LLU15, 15% de rabais sur tout. On se voit sur Patreon. À la prochaine, mes chums. Ciao! Salvatore! Et pourtant, il y en a qui ont fait des conneries et que ça, crack, c'est frustrant. Imagine, tu tombes enceinte. Ben, pas toi, là, mais. Non, pas moi. Toi, tu t'es crassé dans le véhicule blindé. À plusieurs fois. Des femmes, des fois, le bitchage, le parlage dans le une dos. femme, ça reste une femme. Ouais, T'as mettre c'est dans ça, l'armée. avec ou la pas, là. hiérarchie. Tu sais, d'être méchante ou être mesquine envers une autre femme qui a porté l'uniforme, ça se fait juste pas, tu sais.